Alors, est-ce que l'ordre du jour est adopté? Proposé. Seconde. Seconde. Oui. Vous savez que pour proposer secondé, il faudrait aussi le faire au micro? Merci. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 30 octobre ainsi que de la séance extraordinaire tenue le 9 octobre. Est-ce que tout est conforme aux délibérations? Oui, c'est conforme. Tout était beau. C'est proposé secondé? Proposé, oui. Au point 4, c'est le règlement modifiant le règlement 182-2012 relatif au code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de l'Ancienne-Lorette concernant l'usage du cannabis. Alors, c'est le règlement que ça fait 3 fois qu'on le passe. Là. C'est pour dire que les employés, naturellement, quand ils viennent travailler, il ne faut pas qu'ils soient en état d'intoxication. Alors, et puis les endroits où les gens ont le droit de fumer, puis les endroits où c'est interdit. Alors, c'est l'adoption du règlement. Je propose. Secondé. Au point 5, c'est le règlement remplaçant les dispositions relatives aux fortes pentes et aux abords de fortes pentes du règlement de zonage V965-89. Je vais laisser notre directeur de l'urbanisme en donner les explications, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous inviter à me suivre à l'écran. Donc, c'est un projet de règlement qui vise à remplacer les dispositions qui concernent les fortes pentes à l'Ancienne-Lorette. Le premier objectif du règlement, c'est de remplacer la cartographie. Vous voyez à l'écran la nouvelle cartographie. On voit pas très bien, pardon. Donc, on voit en rouge ce qu'on appelle les secteurs susceptibles de comporter des fortes pentes. On peut remarquer que ça longe essentiellement la rivière Lorette, puis également une petite partie du ruisseau Notre-Dame à l'ouest. Donc, la cartographie, on va dire, couvre un petit peu plus large que la cartographie qui s'applique actuellement. Ça faisait plusieurs années que ça n'avait pas été remplacé. C'est une exigence de l'agglomération de Québec de revoir la cartographie. Donc, le projet de règlement vise différentes choses. Premièrement, à remplacer les définitions en lien avec les fortes pentes. Quand on parle de fortes pentes, c'est quoi? C'est une dénivellation d'un terrain possédant une pente supérieure à 25 % et dont la hauteur du talus est supérieure à 5 mètres de haut. On a également remplacé, le Conseil souhaite remplacer les définitions concernant les abords supérieurs et inférieurs de fortes pentes. Je vous passe la lecture, là, c'est très technique, mais grosso modo, c'est un petit peu moins sévère que ce qui est en vigueur actuellement. Puis d'ailleurs, si vous souhaitez vraiment lire les définitions, lire le texte, les projets de règlement, tout ça est disponible à l'entrée de la salle du conseil municipal. Donc, pour être en présence d'une forte pente, il y a quelque chose qui est essentiel. Il doit y avoir un relevé qui est réalisé par un arpenteur géomètre. Donc, pour vraiment établir s'il y a présence de forte pente ou pas. Ça ne change pas, c'est applicable actuellement, puis ça va l'être éventuellement. L'objectif d'une réglementation comme ça, évidemment, c'est de s'assurer d'une sécurité des biens et des personnes aux abords des fortes pentes. Hein. Donc, évidemment, il y a certaines prohibitions qui viennent avec ça. Premièrement, il est prohibé là, dans une forte pente et un abord de forte pente d'implanter un bâtiment principal, sauf une partie qui est en porte-à-faux. Donc, pas de fondation, pas de pieux. L'aménagement d'une aire de stationnement, c'est prohibé. Les travaux de remblai, déblais d'une profondeur de plus de 30 cm. L'objectif, c'est de ne pas venir changer la pente naturelle ou le sol naturel. Toutefois, sous réserve du dépôt d'un rapport d'expertise géotechnique réalisé par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, il est possible de faire un certain nombre de choses. Premièrement, un remblai ou un déblai qui est nécessaire à l'entretien ou la réparation d'un bâtiment, l'installation d'un pieu, les travaux relatifs à une infrastructure d'utilité publique, une intervention effectuée évidemment à des fins de sécurité publique et de salubrité. Si quelqu'un doit faire un ouvrage de soutènement d'une forte pente, ça va être autorisé. Puis également un escalier, un belvédère, ce qui est tout à fait logique. Il y a également des dispositions qui touchent l'abattage des armes. Évidemment que
dans une forte pente et un abord de forte pente, il y a généralement un petit peu plus d'érosion, hein. Donc, on veut retenir le sol en place, la terre en place. Donc, les arbres jouent ce rôle-là avec leur système racinaire. Donc, l'abattage des arbres, de manière générale, et d'arbustes est prohibé, mais il y a des exceptions. L'arbre ou l'arbuste est mort ou dangereux, l'arbre est dépérissant, l'arbre est infecté par un insecte ou une maladie, par exemple la maladie hollandaise de l'orme ou autre. L'arbre constitue un obstacle à la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un réseau d'infrastructures d'utilité publique. L'arbre constitue un obstacle à la réalisation de travaux autorisés en vertu de la réglementation d'urbanisme. L'élagage, évidemment, c'est permis, l'élagage et l'émondage, mais il ne faudra pas non plus que cet élagage-là ou cet émondage-là mette en péril la survie de l'arbre. Donc, quelqu'un ne pourrait pas émonder, élaguer trop un arbre de sorte à le faire mourir. Il y a une exception qui est prévue, qui s'applique particulièrement à la zone RAB 25. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc, on dit que dans cette zone-là, l'agrandissement, la reconstruction ou rendre réputé conforme l'implantation d'un bâtiment principal utilisé à des fins résidentielles est autorisé dans un abord de forte pente et non pas dans une forte pente à proprement parler, mais vraiment là, en haut de la forte pente ou en bas de la forte pente. On va l'expliquer comme ça. Mais sous réserve du respect des conditions suivantes. Premièrement, la construction n'entraîne aucune augmentation du nombre de logements sur le terrain par rapport à la situation qui existait avant la demande. Et deuxièmement, la demande d'autorisation doit être conforme aux exigences du règlement 319-18 qu'on va regarder un petit peu plus tard, là, qui a un nom très, très long, là, qui s'appelle « Sur les restrictions à la délivrance de permis, de certificats d'autorisation ou d'attestation de conformité en raison de certaines contraintes ». Je vais vous expliquer un peu pourquoi là, cet assouplissement-là existe dans le projet de règlement qui est présenté ce soir. La zone RAB 25, la voici, on la voit délimitée en jaune. Actuellement, les propriétaires de ces maisons-là, qui sont des jumelés, ont une problématique. Il y a 7 maisons qui empiètent dans ce qu'on appelle un abord supérieur de forte pente, de sorte que ces gens-là, aujourd'hui, ont un vice par rapport à leur propriété et ils ne peuvent pas vendre. Je voudrais les situer. Oui, C'est pardon. dans la côte Saint-Jacques. Tout à fait. Donc, on a la rue Saint-Jacques qui est là. On a la rivière Lorette là, qu'on ne voit pas très bien. Ce qu'on voit en assuré, là, c'est ce qui pourrait ressembler à la forte pente. Et donc, à partir du talus, en fait, à partir du haut de la forte pente, il y a une zone de protection qu'on appelle un abord de forte pente. Et l'implantation des maisons n'est pas autorisée dans cet abord-là. À l'époque, en 2009, quand les maisons ont été construites, il y a une erreur qui a été faite là, par l'arpenteur au dossier, de sorte que ces gens-là se retrouvent là, avec une problématique importante. Et donc, une façon anticipée de les aider, c'est d'adopter le prochain règlement là, que je vais vous expliquer. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est une assemblée publique là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça concerne seulement ce secteur-là? Oui. Bien, en fait, il y a... Vas-y. Vas-y. Tout à fait. C'est en là fait, le problème. il y a, de manière générale, sur tout le territoire, dans une forte pente ou un abord de forte pente, c'est pas possible de construire une maison, d'implanter une maison. Mais dans ce secteur-là, il y a des maisons qui empiètent d'un abord de forte pente et il y a une exception, si on veut, un assouplissement qui permettrait à ces gens-là de rendre conforme l'implantation de leur maison. Mais ça s'applique uniquement à cette zone-là et non pas à l'ensemble du territoire, l'assouplissement. On parle de quelques pouces ou de 2-3 mètres environ. 2-3 mètres? D'empiètement, il y a 7 maisons. Pour les questions, je vous inviterai à prendre le micro pour les gens à la maison. Ah oui, bon point. S'il vous plaît, M. Hamel. Je voudrais savoir si si les distances, c'est de quelques pouces ou de quelques mètres, Je vous dirais l'erreur qu'il y a eu. environ 2 mètres. Environ, ça dépend de chaque maison, mais environ 2 mètres d'empiètement dans l'abord supérieur de forte pente.
donc la zone de protection en haut de la forte pente. Vous dites que c'est une erreur qui est due à l'arpentage. Oui. L'arpenteur, c'est la ville qui vérifie ça ou c'est c'est le citoyen ou l'entrepreneur qui a payé pour faire arpenter le terrain? Puis Ben, en il fait, vous présente ça à vous autres? Les seuls qui sont habilités, en vertu de la réglementation, à établir des zones de forte pente et leurs abords, ce sont les arpenteurs. Donc, nous, comme employés de la ville, on ne peut pas établir ça. Les ingénieurs ne le peuvent pas, ça prend vraiment un arpenteur géomètre. C'est une obligation. L'arpenteur, il arrive avec ça, tu dis c'est ça, puis on s'en... Exactement. On suit ça. Il n'y a pas de contre-vérifications qui sont faites. Non, il n'y a pas de relevé terrain qui est fait par la ville pour contre-vérifier le professionnel, parce qu'on prend pour acquis qu'il fait bien son travail. C'est bon, merci. Oui, monsieur? Je voudrais savoir par rapport à votre article 3, la nouvelle définition que vous Oui. donnez. Là-dessus, il va y avoir l'élagage des arbres. Ce sera pas long, on va vous arranger ça. Je parle plus fort. Puis un petit piton. Donc, je veux savoir si l'article 3, dans votre nouvelle définition, quand on parle d'émondage d'arbres ou d'abattage d'arbres situés à côté d'une forte pente, il y a une exception, c'est lorsque c'est autorisé par un règlement d'urbanisme. Ça veut dire que si je pense à côté du ruisseau Lorette, je crois, celui qui va être visé par le règlement 321, c'est quoi l'incidence que ça a sur cette autorisation-là sur l'abattage d'arbres qui se situe en réalité à côté d'une très forte pente? Le ruisseau, il est quand même une bonne dénivellation. OK, vous faites allusion au projet de développement là, qui longe le ruisseau Notre-Dame. Ben, en fait, ce n'est pas un secteur qui est susceptible de comporter des fortes pentes et donc la Ville ne demande pas de relever l'arpentage exactement. Donc, c'est pas applicable à ce secteur-là, tout simplement. Est-ce que c'est une proposition après une proposition? Je propose. Secondé. Au point 6, c'est aussi en rapport avec ça. Est-ce que, Mathieu, tu veux nous en faire part? Tout à fait. Donc, c'est le règlement numéro 319-2018 concernant les restrictions à la délivrance de permis, certificats d'autorisation ou attestations de conformité en raison de certaines contraintes. Je vous résume essentiellement, ce règlement-là vise à demander aux gens qui sont dans la problématique que je vous ai expliquée de fournir à la Ville une étude géotechnique qui démontre qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité des biens et des personnes. Parce qu'il faut comprendre qu'en bordure de la rivière Lorette, à cette hauteur-là, il y a de l'érosion, il y a des décrochements qui se font dans la forte pente à côté des maisons. Et donc, il y a une préoccupation de sécurité là, de la part de la Ville. Donc, pour rendre l'implantation conforme de ces maisons-là, ce règlement-là va permettre à la Ville de demander une étude qui va faire la démonstration qu'au niveau géotechnique, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque d'affaissement, il n'y a pas de risque de ce qu'on appelle des ruptures de pente. Et donc, qu'à long terme, là, la sécurité des biens et des personnes va être assurée. Donc, le règlement prévoit qu'il s'applique uniquement à la zone RAB 25, prévoit également le contenu minimal de l'expertise géotechnique qui doit être fourni à la Ville, prévoit également l'obligation de transmettre, s'il y a des travaux de soutènement requis, par exemple, pour s'assurer que la pente ne bouge plus dans le futur, bien, on va demander au demandeur de fournir une attestation de conformité qui est réalisée par un ingénieur. Donc, l'ingénieur, lui, est sur les lieux, il voit les travaux, puis il dit à la Ville par écrit, parfait, les travaux ont été faits conformément là, aux règles de l'art, puis conformément à mes instructions. Puis finalement, évidemment, il y a des dispositions pénales là, s'il y a un manquement à ce règlement-là. Allô? Est-ce qu'on a le coût de l'étude géotechnique environ? Je vous dirais ça peut varier, mais généralement, c'est assez dispendieux, des études comme ça. Je ne pourrais pas là, avancer un montant. Donc, je comprends bien, les propriétaires devront faire une étude géotechnique. Quand on leur a délivré le permis de construction, ils pensaient qu'il était conforme. Donc, est-ce qu'ils doivent revenir contre l'arpenteur géomètre qui a émis la note, puis à plus faire une géotechnique? Oui. Tout à fait. Oui, merci. Ouais.
Pas d'autres questions? Est-ce Puis- qu'il y a un proposeur? Concernant cette situation-là, vraiment, ces gens-là, ce n'est pas de leur faute. C'est vraiment une erreur, hein? Fait que c'est vraiment... Ils vont faire payer par le promoteur. Ils ne paieront pas, là. Un outil En qu'on tout cas- donne. Proposé. C'est proposé secondé? Tout le monde m'entend bien, je manque un petit peu de voix, c'est correct? Parfait. Au point 7, le règlement 320-2018 modifiant le plan et règlement de zonage concernant les usages autorisés. Alors, c'est une assemblée publique de consultation et adoption du second projet de règlement. Mathieu, est-ce que tu... Oui, tout Nous à en fait. fais Donc, part. c'est un projet de règlement qui vise un certain nombre de choses, là, mais premièrement, je vais vous présenter le secteur. C'est en bordure de la route de l'aéroport. Vous voyez la zone RC11 qui est délimitée en jaune. Et donc, dans cette zone-là, dans les dernières années, il y a eu des triplex qui ont été construits, 3 triplex neufs. Et un promoteur a déposé un autre projet qui vise à démolir ce bâtiment-là et le remplacer par 2 bâtiments de 6 logements. Donc, c'est ce qui provoque là, le désir du conseil municipal de modifier la réglementation d'urbanisme. Donc, le premier objet du règlement, c'est d'ajouter l'usage H4 dans le règlement, donc de 4 à 6 logements. Actuellement, ce n'est pas autorisé. Là, ça le deviendrait. Et de remplacer les dispositions normatives qui s'appliquent à la zone pour tenir compte, évidemment, des bâtiments, des aménagements existants et des bâtiments projetés, donc les 2-6 logements là, qui se construiraient. En ce qui concerne les normes qui seraient applicables dans cette zone-là, donc la hauteur des bâtiments serait limitée à 3 étages. La largeur minimale des bâtiments serait de 6,1 mètres. Les marges de recul avant minimales, 10 mètres en bordure de la route de l'aéroport et 6,1 mètres pour les autres rues. Marge de recul arrière minimale, 4,5 mètres, ce qui est tout à fait standard et on retrouve ça à peu près partout là, sur le territoire. Marge de recul latérale minimale de 3 mètres. Le ratio minimal de cases de stationnement requis serait de 1,3 cases par logement au lieu de 1,5 en général. Les aires de stationnement seraient autorisées, ainsi que les allées d'accès au stationnement en cours avant. Puis finalement, un îlot d'aménagement paysager d'au moins 1,2 m de profondeur doit être aménagé et maintenu en bon état entre la route de l'aéroport et toute aire de stationnement. Donc, ces normes-là visent à rendre conformes finalement des situations qui existent déjà sur le terrain, pour lesquelles, dans le passé, le conseil municipal a donné des dérogations mineures, essentiellement. Plus... Non. C'est plus au nord, le terrain de M. Megui. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Dans le fond, on veut embellir la route de l'aéroport. Hein? Fait qu'il y a des bâtiments désuets qui sont remplacés par ces 6 logements-là. Alors, on croit que ça embellit. Ça se compare avec ce qui est déjà à côté, ce qui est déjà fait. Éventuellement, il va y avoir des demandes de permis de construction, puis on pourra montrer les plans. Ça ressemble à ce qui existe déjà, les triplex. C'est une architecture très contemporaine. Proposé. Appuyez. Au point 8, le règlement numéro 321-2018, modifiant le plan et le règlement de zonage V965-89 pour créer la zone RAA8. Alors, c'est une assemblée publique de consultation pour en adopter le second projet de règlement. Je vais laisser Mathieu en faire. Oui, donc ça, c'est un projet de règlement qui vise à autoriser un projet de développement, puis une ouverture de rue en bordure de la rue Turmel. L'objectif, c'est de créer une zone municipale et de prévoir des normes qui encadrent le projet de développement. C'est un projet de développement de 31 maisons. Je pourrais vous montrer rapidement là, des images. Donc, première étape, c'est de créer la zone. Actuellement, on a une zone, on ne voit pas très bien, là, mais une zone qui est nommée RAB 47, qui en fait englobe un gros terrain qui n'est pas développé pour l'instant,
cette zone-là monte et englobe là, un quartier résidentiel un petit peu plus au nord. Donc, la nouvelle zone, la zone RA8, on voit la petite modification, là. Finalement, on vient ajouter une petite barre là, on vient créer la zone RA8 et on vient établir des normes dans cette zone-là pour contrôler le projet de développement. Oui, tout à fait. Il faut dire que ce projet-là a été présenté à tous les voisins là, qui habitent le long de la rue Genévrier, mais en tout cas ceux qu'on a convoqués, hein, ceux qui se sont présentés. Voilà quelques mois, Mme Falardeau? Oui, cet été, là. Cet été? OK. Nous non plus, on n'a pas eu d'autres nouvelles de vous. Non plus. Monsieur, si vous avez des commentaires, là, je vous inviterai à aller au micro. Là. Donc, ça, c'est le projet, en fait, de lotissement, là, qui n'est pas final, mais l'idée, c'est de vous montrer un petit peu la portée du projet. Donc, c'est un projet de 31 maisons. Actuellement, il y en a 2 sur le long de la rue Turmel. Le plan n'est pas tout à fait à jour. Là. Il va seulement y avoir une maison à cet endroit-là, c'est trop petit. Et il va y avoir des maisons 2 étages qui vont longer le sud de la rue et des maisons 3 étages au nord, ainsi là, que dans le rond de virée. Pourquoi 3 étages à ces endroits-là? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu d'intimité avec les voisins. Hein. Au nord, c'est un cours d'eau, bon, il y a des arbres, etc. Puis la ville a demandé aux promoteurs de mettre des 2 étages au sud, évidemment là, pour considérer la présence là, des résidents qui habitent déjà dans le secteur. Au niveau de l'architecture, rapidement, donc ce sont des modèles de maisons, là, c'est très, très contemporain. On peut voir un modèle, en fait, il y a 3 modèles, là, avec des garages intégrés, là. On ne voit pas très bien, mais bref, des garages au-dessus desquels il y a des pièces habitables. Hein. Également, le modèle 2 étages, donc des toits plats, c'est des bâtiments qui ne sont pas très, très hauts. C'est des bâtiments, je vous dirais, qui ont les dimensions des maisons en rangée. On ne parle pas de mini-maisons, mais c'est des petites maisons. Puis ça correspond à une certaine demande dans le marché. M. Després, Oui. petite question. Êtes-vous rendu aux questions? J'ai une question On n'a pas là-dessus. terminé tout à fait, mais Excusez. Ouais, Je vous laisse aller. Je vous laisse aller. Parfait. Donc, en ce qui concerne les normes prévues au projet de règlement, je vais les énumérer hein, une par une. Premièrement, l'usage autorisé, c'est de l'habitation unifamiliale isolée. Il faut dire que c'est déjà autorisé actuellement. Actuellement, la zone RAB 47 autorise de l'unifamilial isolé et du jumelé. Et là, il n'est pas nécessairement requis pour l'instant de garder le jumelé. Donc, ce qui est autorisé, c'est unifamilial isolé. Au niveau de l'architecture des habitations, le règlement exige un minimum de 4 modèles d'habitation dans cette zone-là. Les habitations devront être insonorisées suivant les recommandations d'un acousticien. Évidemment, on est dans l'axe de la piste 2-4, hein, dans l'axe de la piste de l'aéroport, donc il y a beaucoup d'avions qui passent là, c'est bruyant, le climat sonore est perturbé. Évidemment, le promoteur est au courant de ça. Donc, les maisons vont être insonorisées suivant les recommandations d'un acousticien. Au niveau de l'implantation, les marges de recul avant minimales, la norme générale, 5,5 mètres. Les maisons vont quand même être assez près de la rue. Puis, pour les terrains dont la ligne avant est courbe, la marge de recul avant va être de 2,8 mètres. Ça, c'est pour tenir compte là, de 2-3 cas particuliers de maisons un petit peu plus près de la rue. Marge de recul arrière minimale, c'est 9 mètres pour les habitations comportant 2 étages. Donc, l'ensemble des maisons qui vont être au sud, hein, finalement, vont devoir être distancées d'au moins 9 mètres avec leur ligne de propriété arrière. Ça, je vais revenir, là. Donc, il y a un recul qui est quand même important là, entre les murs arrière de ces maisons-là et les propriétés voisines. Puis, pour les maisons de 3 étages, la marge de recul arrière est de 6 mètres. Il y a moins d'enjeux à cet effet-là, je l'ai déjà mentionné. Les maisons de 3 étages vont longer le cours d'eau, il n'y a pas de voisins là non plus. À l'ouest, c'est un garage, donc pas vraiment d'enjeu à ce niveau-là. Au niveau des marges de recul latérales minimales, on a une notion qui s'appelle les marges combinées.
quand on additionne les deux marges de recul, minimalement, ça doit donner 1,5 mètre. Donc, les bâtiments vont être près les uns des autres. C'est un type de développement qu'on voit ailleurs dans la ville de Québec. Il y en a un d'ailleurs qui est dans le secteur Champigny, pas très loin. C'est des petites maisons qui sont assez collées les unes des autres. On en a même à l'ancienne Lorette des maisons qui ressemblent à ça, là. La largeur minimale des habitations est de 6,1 mètres, donc 20 pieds. La hauteur des habitations, maximum 10 mètres de haut. Minimum 2 étages, maximum 3 étages. On ne veut pas de 1 étage. Les garages attenants et isolés, donc les garages qui sont, on va dire, vraiment isolés, là, détachés du bâtiment, ce ne sera pas autorisé parce qu'il n'y a pas la place pour faire ça. Par contre, les garages intégrés, c'est-à-dire les garages au-dessus desquels il y a des pièces habitables, ça, c'est autorisé. En ce qui concerne les aires de stationnement et les entrées charretières, les aires de stationnement doivent être recouvertes d'asphalte ou de pavés unis ou une combinaison des deux revêtements. L'objectif, c'est d'avoir une rue vraiment là, haut de gamme, on va le dire comme ça, pas de gravier, là. Ça va être de l'asphalte, du pavé uni, ça va être chic. Puis les entrées charretières devront avoir une largeur minimale de 3,7 mètres. Au niveau des perrons, les perrons devront être distants d'au moins 1,5 mètre de la ligne avant de l'eau. C'est pour éviter des bris là, quand il y a des opérations de déneigement, des choses comme ça. Puis quand vient le temps de refaire la rue, ben, on ne veut pas être trop près des perrons des gens. Les appareils d'échange thermique, ce qu'on appelle les thermopompes, là, en bon français, devront être localisés obligatoirement en cour arrière pour des raisons d'esthétisme. Les contenants en matière résiduelle autorisés en cour latérale et en cour arrière. Par contre, pour les maisons de 3 étages, ça va être possible de mettre les bacs en matière résiduelle sous le perron, dissimulés, puis il faut que ça soit évidemment invisible là, de la voie publique. On ne veut pas gâcher le paysage là, avec des bacs là, qui traînent partout. Une obligation de planter et de maintenir en place un arbre par maison en cour avant. Ça, c'est une obligation qui se retrouve, en fait, qui s'applique à l'ensemble du territoire de toute façon. Mais ça ne serait pas respecté. Au moins 30% des maisons à Sainte-Lorette n'ont pas d'arbre. Est-ce que vous voulez prendre le micro? Puis, M. Hamel, est-ce que ça vous dérangerait beaucoup qu'on continue? Puis après ça, vous poserez vos questions. Parce qu'il n'y a pas terminé, là. Donc, en ce qui concerne les clôtures, en fait, je vais revenir au plan, ça va être plus facile à expliquer. Il y a une obligation de clôturer avec une clôture d'un minimum de 2,1 mètres de haut, donc 7 pieds, tel que demandé là, par les résidents contigus. Donc, il y a une clôture qui va partir d'ici jusque-là, une clôture opaque, 7 pieds de haut. Il va également il y a une obligation d'installer une clôture qui va longer ces propriétés-là, ici également. Il ne peut pas y avoir de porte dans les clôtures. L'idée, c'est de ne pas laisser aux gens la possibilité de s'étendre, hein, finalement, puis de porter préjudice au cours d'eau qui est à côté. Puis, il y a une obligation d'installer ce qu'on appelle un mur anti-bruit de là à là, donc le long de la propriété là, qui appartient au garage, là. L'idée étant de protéger ce secteur-là du bruit généré là, par l'usage de garage. Alors, on en est à la consultation assemblée publique. Madame Matt? Oui. Excusez. Bonsoir, Madame Falardeau. Moi, j'ai une question. Je ne comprends pas pourquoi que d'un côté, il y aurait des 3 étages construits, puis de l'autre côté, des 2 étages. Pourquoi qu'on n'aura pas droit à seulement une maison unifamiliale, une maison d'un étage? Point de vue proximité, ça serait beaucoup moins lourd quand tu es sur un patio d'avoir un 2e étage. C'est pour ça que je demande le pourquoi qu'ils n'ont pas le droit d'une maison simple. Ça prend seulement 2 étages et 3 étages. Nous, quand on avait eu le projet initial, il y avait 3 étages des 2 côtés. On a dit pour les gens qui demeurent en arrière, les gens de la des Genévriers, comme chez vous, si vous avez un 3 étages en arrière, mais c'est haut, puis c'est vraiment, vous perdez de l'intimité. Mais de l'autre côté, où il n'y a pas de voisins,
Normalement, ça vous touche pas beaucoup, à moins que vous me disiez des arguments là, que j'ai pas, là. Mais c'était seulement la raison, c'était ça. C'est que le promoteur, initialement, voulait des 3 étages des 2 côtés de la rue. La marge arrière, on l'a mis à 2 mètres au lieu de 4,5, le minimum. Là. Fait qu'on a voulu vraiment protéger votre côté de rue des genévriers, exactement aussi en mettant la profondeur des terrains est beaucoup plus grande. Fait qu'on les éloigne. Là, vous êtes comme... Je laisse savoir. L'aéroport, qu'est-ce qu'ils disent de ça, eux autres? Du projet qu'en temps normal, ils n'étaient pas censés avoir de maison là. Qu'est-ce qu'ils disent aux autres, au niveau des décibels, au niveau de la sécurité? Y a-t-il quelque chose de l'avocat de ça? Suite à la rencontre qu'on a eue cet été, là, Mathieu pourra en parler plus, mais avec l'aéroport, on avait dit qu'il faut que l'aéroport regarde le projet, etc. Ouais. Mathieu, veux-tu en... Tout à fait. En fait, suite à la rencontre, on a demandé au promoteur d'aller présenter son projet aux intervenants de l'aéroport pour s'assurer, qu'il n'y ait pas de danger pour la sécurité. Et donc, il y a eu une rencontre. On a des documents là, qui démontrent bien que cette rencontre-là a eu lieu. Et l'aéroport, les représentants de l'aéroport ont soumis un certain nombre de recommandations. En fait, il y en avait 4. Un, concernant les lumières de rue qui seraient installées en bordure de la rue. Ça prend des lumières spéciales. Il y avait ça de type dark sky, dark blue sky. Donc, des lumières qui ne créeront pas de problème aux avions qui s'en viennent. Deuxièmement, évidemment que le règlement de zonage aéroportuaire doit être respecté. Le règlement de zonage aéroportuaire, c'est un règlement fédéral qui prévoit des hauteurs maximales pour des bâtiments. Je vous résume ça. Évidemment, quand un promoteur s'en va dépenser des millions de dollars dans un projet, il s'assure de respecter ça, comme tout le monde à l'ancienne Lorette d'ailleurs. Troisièmement, respect des servitudes qui affectent le terrain concernant les lumières d'approche. Je peux vous les montrer. Il y a donc une lumière d'approche qui est là. L'aéroport avait une préoccupation par rapport à ça. Le projet ne touche pas la lumière d'approche. Et donc, c'est satisfaisant là, pour... en fait, il semblerait qu'il y en avait 2, mais il y en a une qui a été enlevée. Oui, il y en a une qui est enlevée parce que les normes, c'est drôle, souvent les normes, c'est de plus en plus sévère, mais là, on dirait que ça l'est un petit peu moins. Il y en avait une, là, peut-être dans ce secteur-là, avant, qui a été enlevée. Puis il y en a une également là, qui longe le garage, le page, 1 ou 2. Là. Bon. Donc, le plan correspondait aux attentes de l'aéroport là, par rapport aux lumières d'approche. Puis là, je me suis perdu. Là, il y avait 3 attentes. Puis quatrièmement, l'aéroport recommandait, évidemment, pour le bien-être des futurs citoyens, de réaliser là, une étude d'impact sonore pour voir comment les gens vivraient ça à l'intérieur puis à l'extérieur de leur maison. Donc, les attentes de l'aéroport, ce sont des attentes que déjà, nous, on avait formulées, là, sauf la question des lumières. Donc, il n'y a aucun problème à cet effet-là. Je m'excuse, Mme Matt, mais la façon qu'on est organisé, Mathieu vous répond, mais il ne peut pas vous regarder. Non, je sais. Puis regarde, moi aussi, j'ai une infiltration dans la tête. Je ne peux pas trop le tourner, on est correct. Merci, c'est toutes les questions que j'avais demandées. Le deuxième, monsieur qui est arrivé le deuxième, oui. Moi, je suis Yvan Dubé, je suis résident de la rue des Genévriers. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Nous autres, le développement, ça nous affecte directement parce que là, on va perdre notre beau bois qui est en arrière de nous autres. Puis ça, je compare ça un petit peu au fait que le fédéral veut passer l'autoroute à travers la ville de l'ancienne-Lorette. Je pense que le monde en général à l'ancienne-Lorette sont contre l'autoroute. Mais nous autres, à moindre échelle, c'est un peu la même chose. Mais M. Dubé, à chaque fois qu'on fait un développement, à chaque fois qu'on ajoute une rue, on a les mêmes... les gens ont les mêmes préoccupations que vous, mais la ville, elle ne se serait jamais développée. À un moment donné, il faut accepter que dans votre cour, il y ait des nouvelles... c'est sûr qu'on ne dit pas dans ma cour, mais je comprends que ça, vous allez... Actuellement, vous avez pas, le projet n'est pas fait, puis que vous appréhendez beaucoup, je le comprends. Mais effectivement, comme dit Mme Ossio, les changements, ça dérange tout le temps, là. De plus, les avions passent vraiment directement au-dessus des maisons, comme on nous avait montré le projet en nous disant que les avions ne passaient pas directement sur les maisons, mais les avions sont directement en dessous des maisons.
Mais Cet été, on a vu des avions passer. Je vais vous dire qu'il y a du vortex qui se fait. je demeure sur la rue des Jeunes. Le bois qui est là présentement, ça fait une zone tampon pour les maisons, puis pour le son, pour tout le monde. Là, il n'y en aura plus. Là. Nous autres, on vous indique qu'on est vraiment contre ce projet. On prend la place des arbres, les maisons aussi. Oui. Là. Est-ce que ça va, Mathieu? On n'a pas grand-chose à dire. Oui, monsieur? Oui, bonsoir, Richard Thibodeau. Moi, mon questionnement, c'est pour être une personne qui a subi beaucoup d'inondations. Lorsque je vois du verre qui devient asphalté, j'ai toujours un petit peu de problème. D'autant plus que là, vous faites de la construction, un développement. Où est-ce que va aller le ruissellement des eaux qui, actuellement, sont captés par le sol qui est là? Il ne sera plus capté. En plus que vous obligez à ce que les gens aient de l'asphalte dans leur entrée. Fait que le petit ruissellement qui aurait pu rester dans l'asphalte, là, ça va dans la rue s'en va dans la rivière qui est là. Parce qu'on l'appelle le ruisseau, mais quand il est rendu en bas sur le boulevard Amel, c'est rendu une rivière. Et en point de surplus, puis je suis d'accord avec le monsieur qui disait tout à l'heure. Moi, mon fils, il a acheté une maison sur la rue Petit-Prince. Lorsqu'il a acheté la maison, c'était un bois qui était en arrière. OK? Les maisons qui ont été construites là à l'époque, il y avait une condition également d'isolation pour le bruit, mais on disait le bois en arrière vient chercher beaucoup de bruit sur les avions. Quelques années plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'un port moteur est arrivé, on voit les taxes. Je comprends le développement. Mais pour les citoyens qui sont là, qui pouvaient avoir un certain bruit, leurs maisons ont été faites pour couvrir un certain bruit. Bien, aujourd'hui, là, ça n'a aucun sens. Et le nombre d'avions qui passent maintenant, comparativement à ce qu'il pouvait avoir avant, là c'est qu'on est rendu à un aéroport international. C'est qu'on a même agrandi, c'est pour avoir plus de vols, d'avions, et les hélicoptères en plus. Donc, chaque endroit qui a des poumons qui permet à ce que les gens puissent vivre dans une villégiature, de proximité, on n'est pas obligé de se déplacer, c'est qu'il y en a tout autour de nous autres, mais à cause du développement que la ville fait, malheureusement, il y a des citoyens qui en payent le prix. Il y en a qui ont fait des choix de venir ici, à l'Ancienne-Lorette, pour ces motifs-là. Moi, j'ai vanté à mon garçon de s'en venir ici. On a choisi cet endroit-là, avec les conditions qui avaient existantes. La ville, malgré l'appréhension qu'on leur a faite, qu'on leur a dit à l'époque, ont poursuivi. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là puis qui veulent quitter. Mais quand il y avait le bois en arrière puis que lui, il a acheté plus cher parce qu'il y avait un bois en arrière. Mais aujourd'hui, qui veut vendre, c'est plus un bois qu'il y a en arrière. Ce qu'on a construit, c'est sûr que c'est des belles petites maisons qui sont là. Mais oui, c'est beau. Mais les citoyens qui étaient là, qui eux autres avaient une quiétude, qui entendaient moins les avions, puis qui avaient une possibilité d'avoir le rejet de l'eau, mais qui s'en allait là, aujourd'hui, l'eau s'en vient sur leur terrain. Parce que c'est tout asphalté. Hey, c'est beau l'asphalte. Mais est-ce que ça retient l'eau? Qu'est-ce qui retient l'eau? C'est le gazon, la verdure, c'est à peu près pareil, ça. Le boisé. Et dans votre projet, il n'y a rien qui retient. Qu'est-ce qui va retenir les gens, mais qu'on est élus à un moment donné? C'est beau de parler de développement, mais pensez aux citoyens qui sont là, qui ont acheté à des conditions et que les conditions changent. Moi, ce que je peux dire aux gens de Genévrier, allez voir les gens sur la rue Petit-Prince. OK? Demandez-leur s'ils sont contents des habitations qu'ils ont faites en arrière et la quiétude qu'ils ont. Maudit que c'est beau. Mais dans sa maison, c'est moins beau et c'est bruyant. Quand il faut que tu cries pour pouvoir t'entendre parce que l'avion vient de passer, c'est peut-être moins agréable. En tout cas, moi, je dis aux gens de la rue Genévrier, bonne chance pour le futur. Parfait, monsieur.
J'ai des éléments de Je réponse. suis tard, hein? Ou des éléments de réponse. Oui. C'est correct. Ben, veux-tu? Vas-y. Ben, merci pour votre intervention. Là, peut-être rapidement. Là. C'est une très, très bonne question. Où va l'eau? Puis évidemment, c'est une question que tout le monde se pose, le conseil municipal inclus. Dans ce projet-là, comme dans tous les projets d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des ouvrages de rétention des eaux pluviales qui visent justement à retenir l'eau de façon temporaire, puis ensuite la relâcher de façon graduelle dans le réseau pluvial de la ville ou dans des cours d'eau. Et souvent, les ouvrages de rétention des eaux pluviales essaient d'imiter la nature. Des fois, ça peut même retenir plus l'eau que la nature. Et donc, évidemment, que tout ça va être regardé là, très attentivement par une firme d'ingénierie pour s'assurer que l'eau n'arrive pas plus rapidement dans la rivière. Donc, ça, c'est une préoccupation là, qui est importante. Et tout ça, d'ailleurs, est encadré par réglementation. Là. À l'ancienne Lorette, dans le sous-bassin versant de la rivière Lorette, on le sait, il y a eu des épisodes d'inondation. Les critères de design pour ces types d'ouvrages-là de rétention des eaux pluviales, c'est extrêmement sévère. Sans rentrer dans les détails techniques, l'eau va être retenue de façon adéquate. En ce qui concerne les arbres, nous, comme ville, on a quelquefois donné des mandats à des acousticiens, donc des gens spécialisés en acoustique puis en son. Et ces gens-là nous répètent toujours la même chose. Les arbres, à moins d'en avoir beaucoup et sur une grosse profondeur, ça n'a pas vraiment d'effet. Ça ne diminue pas là, le son. Donc, c'était des éléments de précision que je voulais apporter. Merci, Mathieu. Oui. Puis ce que je voulais vraiment dire, puis ce qui est important, c'est pas prévu dans le projet de règlement. Par contre, déjà, on a prévu, là, en fait, on a discuté avec le promoteur de la possibilité de conserver des arbres dans les cours arrière des maisons. Et donc, il y a peut-être des cours arrière où il n'y aura pas d'arbres d'intérêt parce qu'il y en a pas actuellement, mais il y a peut-être des cours où il va y en avoir 2, 3. On va demander à la ville un relevé de ces arbres-là, les arbres de qualité, les arbres d'intérêt, puis on va s'assurer de leur conservation. Merci, Mathieu. Oui, monsieur? Oui, mon nom, c'est Martin Trudel. Moi, je voulais savoir au départ, c'était pourquoi que c'était nécessaire d'avoir ce projet-là. On sait qu'avec le marché immobilier, il y a quand même plusieurs maisons à vendre, plusieurs condos à vendre. Donc, je me dis, on a un espace vert, pourquoi on n'en profite pas pour l'aménager? Ça me donne un peu comme une peur de si jamais on se ramasse justement avec l'ancienne Lorette, avec les clés terrain du ministère des Transports, est-ce qu'on va le garder comme un espace vert ou on va vouloir toujours tout aménager puis tout mettre des maisons partout? Je me semble qu'on n'a peut-être pas ce besoin-là. Ce terrain-là ne nous appartient pas. Ce terrain-là le terrain qu'on parle, là, adossé à la rue des Genévriers, ne nous appartient pas. C'est pas un terrain de la ville, puis la ville décide de le vendre, là. C'est un terrain qui appartient à un promoteur. Puis lui, il a acheté le terrain et c'est certain qu'il veut le développer. C'est quelque chose qu'il y avait déjà avant? Ou... Mais ce terrain-là n'a jamais appartenu à la ville. Là. C'est-tu quelque chose qui est... Le pourquoi que c'était vide depuis tant d'années, c'était pour un corridor aérien? À un moment donné, ça a changé de promoteur, ça a changé de propriétaire, puis ça s'est vendu. Il y en a qui ont des terrains, ça fait 10 ans, 20 ans, puis ils les ont pas mis à vendre encore, là. Et là, ils sont prêts à bâtir dessus. On ne peut pas dire, bien, on veut garder le terrain vert. Ça serait comme de dire à quelqu'un qui a un terrain, je regrette, mais nous, on veut le garder vert. Il va dire, achetez-le. Vous comprenez? Oui. Ça pourrait être, si c'est possible, tant mieux. Mais c'est sûr qu'en plus, tout l'espace corridor aérien, on voit ça souvent, normalement, sur le bord des pistes. Il y a quand même un espace libre pour le côté sécurité. Qu'est-ce qui fait que là... On peut permettre ça. Ça a été permis, mais quand même, c'est quand même spécial de dire que s'il y a un bris, un problème, on n'a plus cet espace-là. Un avion pourrait comme... Bien, c'est quand même... je pense qu'on a eu les autorisations quand même. Les réponses, là... Oui. C'est sûr, mais... Je prends bonne note de ce que vous dites, là, mais... merci, c'est des bons commentaires. Puis si jamais, justement, on n'a pas le choix, on y va... Bien, ça serait intéressant, justement, d'avoir gardé comme un bon espace là, avec la rivière, avec aménager peut-être des petits sentiers, quelque chose sur le bord, avec du bord du bois. Je sais que juste l'autre côté... on est en train d'évaluer ça. C'est allé quand même assez près du ruisseau. Je trouve que ça serait quand même bien là, de garder une bonne épaisseur. Là, je ne sais pas exactement comment de mètres vous vouliez garder avec le ruisseau là, d'espace, mais... Ouais, Fait que, c'est bon. Merci.
Ben, en fait, c'est ça, c'est 20 mètres qui a été conservé par rapport au lit du cours d'eau. Les maisons, là, on ne le voit pas très bien. D'ailleurs, rapidement, là, à l'ancienne Lorette, puis dans l'agglomération, les normes en matière de protection des cours d'eau, c'est plus sévère que le minimum exigé par le gouvernement du Québec. On a une notion de bande de protection riveraine. Le gouvernement oblige de respecter 10 mètres. Et dans l'agglomération, pour l'implantation des bâtiments principaux, ce qui doit être respecté, c'est 20 mètres. Donc, ça, on ne retrouve pas ça, je vous dirais, à grand place au Québec. De 1 et de 2, je l'ai mentionné, les normes en matière de rétention des eaux pluviales sont très, très, très sévères. Et de 3, il ne pourra pas y avoir de clôture pour que les gens puissent accéder aisément au cours d'eau, parce qu'on ne veut pas que les gens commencent à faire vous comprenez, là, commencer à occuper le cours d'eau là, de façon illégale. Parfait. Oui, madame? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis Manon Bolduc. Je demeure dans la rue des Genévriers. Alors, si on est ici ce soir, c'est parce qu'on est contre le projet, bien entendu, qui nous avait été présenté en début d'été. Alors, on a pensé à ça assez longtemps. Je me suis dit que j'irais voir nos voisins, les résidents, les citoyens de l'ancienne Lorette, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient eux autres. Si c'était pas juste nous autres, de notre côté de rue, si c'était pas juste nous autres qui seraient contre. Je suis allée voir les maisons. Le monde a été très surpris d'apprendre ça, puis extrêmement déçus. Pas juste du côté du boisé, mais même des Genévriers. C'est la rue des Genévriers que je parle. Ça fait comme un genre de fer à cheval. Même de l'autre côté, ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Vous n'êtes pas venu chez nous? Non, pas du tout. J'ai tout fait. J'ai fait signer ici les personnes. Fait que ça, c'est tous les citoyens. C'est vos citoyens, les citoyens de l'ancienne Lorette, qui ne sont pas d'accord pour le projet. Pas d'accord pourquoi? C'est sûr qu'on a peut-être différentes raisons. Mais pour nous, autrement dit, le bois est notre terrain arrière. On nous a toujours dit, à l'achat de la maison, ça, il faudrait comprendre ça, puis c'est vrai, parce que là, en faisant le tour des voisins et tout ça de la rue, il y en a d'autres qui m'ont dit la même chose. Ils nous ont dit, quand on allait acheter la maison, bon, on appelle à la ville, ils nous ont bel et bien dit qu'il n'y aurait jamais rien qui pourrait se construire là, étant donné le corridor aérien. Ils nous ont toujours dit ça. Et même après, à d'autres reprises, pas juste à l'achat, à d'autres reprises, ils nous ont dit la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui avaient le choix d'acheter il y avait 2 à 3 maisons qui trouvaient de leur goût. Ils ont pris celle-là. Pourquoi? Pour le beau boisé qui est en arrière. Là, après toutes ces années-là, pourquoi? Pourquoi il ne s'est jamais rien construit là-dessus? Puis hop, là, ça se construit tout d'un coup. Nous, on vous fait confiance. Moi, ça va faire 20 ans que je suis là. Je paye mes taxes. On est des bons résidents, tout ça. Du coup, hop, tout change. On s'est informé à l'aéroport pour savoir qu'est-ce qui se passait. On s'est rendu avec l'avocate qui a fait affaire avec vous à plusieurs reprises. L'avocate, elle connaît les règlements de l'aéroport, elle connaît les informations, la sécurité, tout ça. C'est quoi que ça l'engendre? Au bout de tout ça, elle dit toujours que c'est pas logique. L'avocate qui a tous les papiers entre les mains, c'est pas logique. C'est pas logique qu'il y ait des maisons qui se bâtissent là. Pourquoi? Avec tout ça, vous mettez le projet de l'avant. Tous les citoyens, moi j'ai fait juste ma rue, mais j'aurais pu en faire plus, puis expliquer le cas, puis il n'y a personne qui serait pour. Vous pouvez nous les laisser. C'est un dépôt que vous voulez Oui, faire? oui, oui. Il n'y a personne qui serait pour. Au greffier ici. Là, j'ai fait seulement les personnes qui étaient le plus touchées, plus proches du corridor, dans le fond, là. Mais pourquoi? Là, on est ici à soir parce qu'ils disent qu'à l'ancienne Lorette, on écoute nos citoyens. Fait que, c'est ça, on est là pour ça, mais on n'est vraiment pas d'accord avec le projet. On a acheté. Le monsieur, tantôt, a très bien parlé. Moi, je parle moins bien parce que c'est pas dans mes cordes de parler de même devant le monde, mais il fallait venir. Puis il faut c'est correct. Faut mettre nos culottes, comme on dit. Parfait.
Mais on n'est vraiment pas d'accord. Déposez-nous votre pétition. Merci. Merci. Vous la déposez? Oui. Monsieur? Donc, vous avez abordé tantôt la question que ce terrain-là pourrait être acheté, à tout le moins exproprié. Non. Pour utilité publique, parce qu'il s'agit d'un poumon pour cette ville-là. Hein, on a un souci écologique. Oui. Au niveau sonore, dans le règlement, je ne vois pas que cette zone-là va être affectée d'une servitude de bruit comme Mathieu nous en avait parlé. Sûrement, Mathieu? Dans le règlement, que je ne l'ai pas vu là, quand vous l'avez présenté. Ben, en fait, c'est pas avec ce règlement-là qu'on va contrôler ça. La Ville, dans des dossiers comme ça, oblige le promoteur d'indiquer dans les promesses d'achat et de vente une clause, d'ajouter une clause à l'effet que ces gens-là achètent en toute connaissance de cause, qu'ils s'en vont vivre dans un secteur où le climat sonore est perturbé. Ça se fait ailleurs, puis ça s'est déjà fait à l'ancienne Lorette dans d'autres projets. Et donc, les futurs acquéreurs vont être informés par écrit dans les promesses d'achat-vente et également dans le contrat notarié, là, dans l'acte de vente, là, il va y avoir une disposition à cet effet-là également. Et donc, nous, la Ville, on va se faire un devoir de s'assurer que ces dispositions-là soient contenues dans les documents notariés. Donc, ce n'est pas contrôlé par le règlement, mais bien là, par un protocole d'entente à intervenir éventuellement avec le promoteur. Maintenant, avant de venir ici ce soir, je me suis amusé à fouiller des jurisprudences sur l'impact qu'avait de tels projets sur la valeur des domiciles qui étaient avoisinantes, et on sait très bien qu'elles vont baisser. Alors, qu'est-ce qu'il y en est que la municipalité va faire? Est-ce qu'on va avoir une réduction de compte de taxes? Est-ce que notre évaluation va baisser? Un retour, un chèque? Qu'est-ce qui va se passer puisqu'on va perdre de l'argent? Et il y a de la jurisprudence rien qu'en masse sur ce sujet. Oui. Comme M. Oui, notre avocat dit, vous pouvez contester à ce moment-là l'évaluation. Avocat. Oui. Pas notaire. Bien. C'est ça. Et vous pourriez contester. Non, c'est gentil pour les... Donc, tout Sauf le monde que, mais ici... laissez-moi terminer. Il n'y a rien qui dit que vos évaluations vont baisser parce que les maisons qui vont être à l'intérieur de chez vous, ça va être des maisons quand même assez dispendieuses. Là. C'est pas... c'est du haut de gamme, là. Mais c'est pas ce que j'ai vu, mais bon, mais ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, c'est aux citoyens d'aller contester leur compte. La Ville pourrait pouvoir... Si jamais ça arrivait, mais là, pour l'instant, on ne peut pas prévoir que ça va arriver. Madame Ossio, vous êtes dans le district 1. C'est votre secteur, ça, hein? Représentez-vous pas chez nous. Monsieur? Oui, malheureusement, madame. Madame Fardeau, est-ce que je peux me permettre un commentaire? Excusez, j'ai pas compris. Est-ce que je peux me permettre un commentaire? Oui. Au monsieur? Oui. Alors... oui, mais monsieur Vallat, je m'excuse, je vais juste passer un petit commentaire là, pour faire suite aux propos de monsieur. Là. Monsieur, on s'est rencontrés. Hein? Bon, à quelques reprises, vous nous avez fait des demandes concernant le projet. J'aimerais mentionner que toutes vos demandes ont été respectées entièrement. Je vous dirais, il n'y a pas beaucoup de villes qui font ça. Vous avez demandé une unité de moins sur Turmel, ça l'a été fait. 2 étages au lieu de 3 étages, ça l'a été fait. Au niveau de la clôture, on s'est entendu. Vous aviez, je pense, 4 demandes et le conseil, vraiment, prend en considération, d'ailleurs, vos demandes, mais aussi l'ensemble des demandes qui ont été formulées lors de la consultation publique au début de l'été. Qu'il n'y ait pas de projet, à tout le moins, c'est un minimum qu'on demandait. Mais je voulais tout simplement souligner que le Conseil a pris en considération l'ensemble des demandes des gens jusqu'à présent. Et donc, le projet a été bonifié. Là, on est rendu, je pense, la 10e version du projet pour tenir compte là, des préoccupations des voisins. Oui, effectivement. C'est un dossier qui a été travaillé depuis qu'on s'est rencontrés. Même le promoteur, il a été très, très coopératif, on peut dire. Fait que... Excuse-moi, c'est une autre petite question. Je voulais savoir, au moment où on est rendu du projet, est-ce que des terrains qui sont déjà achetés? Ben oui, c'est le promoteur. Ben, ça appartient, il est au promoteur présentement. Mais est-ce qu'il en a vendu? Je ne le sais pas. C'est ça, ben non, il ne peut pas en avoir vendu. Il n'y a pas eu les permis, il n'y a pas eu les autorisations. Il n'y a rien de réglé ce moment-là encore. C'est encore temps de les acheter, si vous voulez. Salut, John. Non, c'est à mon tour, là. Bon. Excusez-moi, oui, mesdames puis monsieur, j'aurais aimé ça de tout cœur vous défendre, mais je n'ai pas été élu, ça fait que faut que vous alliez voir Mme Ossio. Excusez, monsieur, regardez, Mme Ossio a travaillé le dossier très bien avec nous.
Parfait. Alors, je regrette. Oui. Peut-être que vous n'auriez pas fait autrement. Alors, OK, je vais vous poser une question. Je regarde au niveau de ce qui se construit présentement des condominiums. Il y a un 450 appartements ou 350 avec une Écoutez, deuxième monsieur, phase. excusez-moi, l'Assemblée de consultation est sur ce projet-là spécifiquement. Ah bon, si OK. vous avez d'autres questions, ça va Bon, être à la je vais fin. vous demander une question. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres zones construisibles à l'ancienne Lorette, dont l'ancienne Lorette est propriétaire de certains terrains, qui pourraient être des projets qui soient créés auparavant que ce projet-là, présentement? Est-ce que vous pouvez me répondre? Monsieur, peut-être qu'il y en a, mais ce terrain-là appartient à un promoteur. Est-ce que nous autres, on va aller faire un terrain à l'encontre du promoteur? De toute façon, on n'a pas présentement qu'on est prêt à vendre. Là, on n'a pas fait toutes nos études. Mais si le promoteur veut vendre, c'est pas parce qu'on aurait des terrains qu'il ne rendrait pas son terrain, là. Mais c'est parce que dans le cas, là, si on peut dire, dans le but de favoriser ces gens-là qui ont déjà dépensé assez puis qui sont pris avec ce problème-là. Partout, on va faire... Même si on a des terrains, ça va déranger les gens autour, on en est certain. Madame Falardeau, là. il y a quand même des terrains. Il y a encore un 150 logements, là, un projet encore ici. Il y a un tas de maisons qui sont à vendre présentement. Puis en plus, il va y en avoir davantage, peut-être 200 prochainement, parce que les gens vont s'en aller dans le 450 ici, puis dans l'autre 150 qui s'en vient. Fait qu'il va y en avoir des maisons à vendre. Alors, c'est pour ça que je me demande voir si, présentement, ce ne serait pas mieux de favoriser là, ce qui est présentement là, plutôt que d'aller couper de la forêt là, puis en plus de ça, ben, nuire à ces citoyens-là qui sont là depuis longtemps. C'est ma dernière prends bonne question, note de merci. votre opinion. Alors, on en est rendu... Je peux intervenir? Oui. Merci. Une des choses les plus importantes que je pense que l'on partage, moi, que je me suis donné lorsque j'ai été élu, c'est on n'a pas le choix dans une ville d'avoir du développement. On n'a pas le choix. Mais en même temps, il faut le faire correctement. Il y a des promoteurs qui nous arrivent. Il faut penser que ce projet-là, quand il est arrivé, là, c'était 38 ou 40 unités. Oui. Et ensuite de ça, il y avait trois trois étages. étages partout. Il y avait plein de choses. Il y a eu une assemblée de consultation qui a été faite. Et il y a une chose que je retiens, puis c'est la même chose pour tous les projets, c'est de préserver l'intimité des gens qui sont déjà là. Moi, c'est ce que je comprends. Je comprends aussi que là, à l'arrière, il y a des arbres qui vont être conservés. Ce ne sera pas comme on voit là. Et aussi, si vous avez votre cour arrière directement avec un voisin ou deux voisins, parce que ça se peut que vous arrivez mitoyen, comme j'ai dans ma rue, comme c'est développé dans d'autres rues, c'est de s'assurer que s'il y a un 2 étages qui arrive derrière chez vous, bien, qu'il ne sorte pas sur le balcon puis qu'il voit toute votre cour. Donc, je pense, Mathieu, peut-être que dans ce projet-là, puis c'est ça, je pense qu'il faut que l'on s'assure, là, il y a une clôture de 7 pieds qui est prévue à l'arrière, mais en même temps, de s'assurer que, je pense, entre autres, au projet qui devait se développer sur la rue des Braves, c'est qu'on a fait, le promoteur, le projet a tombé en fin de compte, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, on est persuadé là-dessus aussi parce que les promoteurs veulent le développer, mais de s'assurer qu'il y ait un couvert végétal derrière les maisons pour s'assurer que le 2 étages ne vienne pas empiéter visuellement sur les immeubles qui sont déjà là à l'arrière. Je pense que, puis comme nous, avec nos voisins, chez moi, je me suis mis des arbres, une haie à l'arrière pour que l'on se crée mutuellement une intimité. Donc, je pense que ça, c'est un point important. Je vous vois hocher la tête, oui, là. Je pense que c'est un point important. Et peut-être de voir aussi sur le nombre d'unités qu'il y a là. Ça a diminué. Est-ce que c'est idéal ou c'est pas idéal? Donc, c'est un peu ça, moi, le questionnement que j'ai. Je pense qu'on va pouvoir en rediscuter ultérieurement. Ce soir, c'est pas le projet qu'on a. C'est pas le projet exactement, là, ce que je comprends qu'on adopte. Le projet. C'est le projet, mais on peut le modifier. Il peut être modifié par après, C'est ça. Il peut être modifié par après en consultant avec les gens. Donc, c'est ça. Okay. Donc, c'est cet aspect-là de conserver l'intimité des gens qui sont déjà là et que ça s'harmonise avec le secteur. Concernant le bruit, je peux vous dire que pour connaître des maniaques d'aviation,
c'est clair qu'il y a du monde qui va acheter, puis c'est clair qu'il y a du monde qui aime ça. Nous, ce qui est important, puis ce que l'on a mis dans ce que Mathieu vous a expliqué, mesure d'atténuation de bruit pour les maisons, et de s'assurer que ça va se poursuivre dans le temps. Que dans 10 ans, le deuxième propriétaire, ou dans 20 ans, ne viendra pas dire « j'ai trop de bruit chez moi ». Bien, il va avoir acheté en conséquence de cause. Excusez, M. Lacasse, si vous voulez parler, vous avez un micro, s'il vous plaît. Oui, là, on parle de développer des terrains, ça, c'est normal, mais ça, c'est un corridor aérien. Nous, quand on a acheté, ça ne nous dérangeait pas d'entendre les avions. On a fait ça ne nous dérangeait pas on savait qu'on allait entendre les avions parce qu'on ne voulait pas avoir de maison arrière. Merci. Parfait. Monsieur Hamel? Oui, je voudrais juste dire au monde du secteur que les arbres en cour arrière, pensez pas que la ville va s'occuper de ça. Ils ont beau avoir un règlement municipal qui dit que vous devez avoir un arbre en façade. Probablement, si on fait le tour ici, il y a probablement au moins une vingtaine de personnes qui n'ont pas d'arbre en façade de leur maison. Donc, ils ne sont pas capables de faire respecter dans la cour avant le règlement. En arrière, là, comptez-y pas. Il y a au moins 30 bien comptés des gens qui n'ont pas d'arbre en façade. Je sens une petite inquiétude de votre part. On va aller prendre une petite marche ensemble. Pas long. En sortant, on va faire juste un petit bout sur la rue Turmel. C'est pas beau à ce soir, là. Et vous en parlerez à monsieur... vous pouvez demander à monsieur La Liberté, Parfait. qui travaille énormément sur la plantation d'arbres à l'ancienne Lorette. Puis il va être d'accord avec moi. Hein, bon monsieur La côté, on Liberté? travaille. C'est parfait. Dis un beau oui, monsieur La Liberté. Là. Alors, c'est beau. Est-ce qu'il y a un proposeur là-dessus? C'est proposé? Proposé. Secondé. Au point 9, c'est le règlement modifiant le règlement, l'ajout des dispositions spécifiques. C'est aussi en... Mathieu, tu nous l'expliques? Oui, donc c'est un projet. Excusez, s'il vous plaît, silence, parce que là, c'est pas facile d'entendre ce qui se passe là. Donc, c'est un projet de règlement là, qui vise à modifier le règlement de lotissement. Premièrement, pour établir pour la zone RA8, donc la zone qui vise à autoriser le projet qu'on vient de discuter, donc autoriser une emprise de rue d'une largeur minimale de 9 mètres. Donc, généralement, là, les rues qu'on dit de type local, là, on a une emprise d'environ 15 mètres. Mais dans ce cas-ci, avec 9 mètres, ça va être 9 mètres pavés plus les bordures de béton. Donc, c'est tout à fait standard. C'est ce qu'on retrouve ailleurs, notamment sur la rue Genévrier. En ce qui concerne les rues de type cul-de-sac, parce que ça va être une rue de type cul-de-sac, l'intention est de mettre à jour un peu les normes à cet effet-là. Et donc, je vais vous lire la norme qui est proposée. Une rue locale de type cul-de-sac ne doit pas dépasser 250 mètres de long, hein, et doit se terminer par un îlot de rebroussement, donc un rond de virée, dont le rayon extérieur n'est pas inférieur à 13,5 mètres. Donc, l'idée, évidemment, c'est d'avoir un rond de virée qui permet à un camion qui ramasse les déchets, la récupération, un camion incendie, de se revirer adéquatement de façon sécuritaire. En ce qui concerne la largeur des lots, vous avez compris que c'est un projet un petit peu particulier des petits terrains. Donc, la largeur minimale pour les lots dans cette zone-là, la zone ERA A8, ce qui est proposé, c'est 7 mètres. Et finalement, le projet de règlement vise à clarifier les normes de lotissement dans les fortes pentes. Donc, il est indiqué qu'un lotissement qui a pour effet de créer un nouveau lot situé en totalité dans une forte pente, c'est prohibé. Actuellement, dans le règlement de zonage, c'est écrit environ comme ça, mais c'est mal écrit, donc on le réécrit un petit peu mieux. C'est l'occasion de le faire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est un proposeur? Proposé. Appuyé. Au point 10, c'est le règlement modifiant le comité consultatif d'urbanisme. Alors, c'est pour statuer que le comité est formé de 5 membres, dont 4 membres nommés par le conseil, mais
on fait des appels d'offres, des appels de candidature, et puis un membre du conseil municipal. Alors, est-ce que c'est proposé, Je secondé? propose. C'est un avis de motion, hein? C'est un avis de motion, je m'excuse. Oui. Au point 11, c'est le règlement, modifiant le règlement sur la tarification du service d'aqueduc. Alors, c'est pour porter le coût pour tout immeuble du zonage agricole, pour tout immeuble agricole à 0,1192 du 100 d'évaluation. C'est nouveau, ça. Mais avant ça, on n'avait pas ça. C'est qu'on a maintenant un terrain qui est agricole sur le boulevard Amel. Pour ne pas le nommer, c'est le centre jardin Amel. En arrière, il y a une zone, c'est zone agricole. Alors, c'est pour faire la tarification à 11,92. La même chose pour le service d'égout, toujours pour le même terrain, à 0,1305 du 100 d'évaluation. Proposé. Au point 13, mandat Morancy, Société d'avocats dans le dossier du complexe sportif multidisciplinaire. Alors, on a besoin des avocats parce qu'on a un litige avec Marc Drolette, qui est le promoteur, qui a vraiment le complexe multisportif. Alors, c'est pour donner le mandat à Morancy de nous défendre dans ce dossier-là. Bien, c'est un litige concernant une clause du contrat initial qui portait sur c'est quoi une hypothèque additionnelle, c'est quoi. Alors, on veut aller faire défendre ce dossier-là, cette clause-là. Pardon? C'est en arbitrage, on a besoin d'être défendu. Alors, est-ce que c'est beau? Oui. C'est proposé, secondé? Proposé. Secondé. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Alors, je crois que tout le monde a remis cette déclaration. Oui. Au point 15, déclaration dont toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil de la ville de Lancienne-Lorette. C'est un dépôt. Lorsqu'on reçoit des dons, il faut faire une déclaration. Et puis, M. le maire a reçu dernièrement, au nom de la ville, M. le maire, au nom de la ville, une peinture, alors qui est remis à la ville de Lancienne-Lorette. C'est un dépôt, c'est une déclaration. Dépôt de la déclaration. C'est ça. Au point 16, c'est concernant le bulletin municipal, le Loretin. Nous sommes allés en appel d'offres pour la conception, l'impression, la distribution. Et puis, nous avons eu 3 soumissionnaires, soit Hebdo-Lito, Gravité Média et Athème plus D. Pour 3 ans, on a eu le meilleur soumissionnaire, Hebdo-Lito, à 97 199. Normalement, nous faisions affaire avec le journal de l'Ancienne-Lorette. Le Loretin est inséré dedans. Mais puisque, comme vous le savez, on a beaucoup Internet, les gens vont de plus en plus sur le Web, on n'a plus besoin d'avoir 11 parutions par année. Il faut quand même penser au papier aussi, à un moment donné. Donc, étant donné qu'on met quand même beaucoup de sous sur la technologie, on s'est dit on va diminuer le nombre de parutions. Donc, on est tombé de 11 à 4 parutions. Et il y aura aussi, par contre, aux 3 mois ou aux 4 mois, en tout cas, 3 éditions concernant les loisirs par année et puis 4 concernant le Loretin. Alors, c'est pour donner le contrat à Hebdo-Lito. J'appuie. On a des demandes de dérogation mineure au 1781, 1783 rue Saint-Olivier. Martin, Mathieu, est-ce que tu veux les expliquer, s'il vous plaît? Oui, donc c'est une demande de dérogation mineure qui concerne une maison localisée au coin de la rue Saint-Olivier et la rue de la Volute. On a la maison. On voit le coin là, Saint-Olivier, Volute. Donc l'objectif, c'est de venir ajouter, on va dire, une entrée, une entrée de cave en bon français, là, au sous-sol, ici. Donc, la demande, c'est de permettre l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge de recul avant de 3,7 mètres en bordure de la rue de la Volute, alors que le minimum prescrit par le règlement de zonage est de 6,1 mètres. Le demandeur a soumis 2 projets au conseil municipal
Le premier a été refusé, le deuxième, et il y a eu des améliorations. Puis évidemment, comme toujours, en matière de dérogation mineure, le Conseil a pris en considération l'avis du comité consultatif d'urbanisme. Et donc, on voit encore le côté. On ne voit pas très bien, là, c'est un plan à la main, mais l'agrandissement, il est là. Donc, une architecture qui est adéquate, là, fenestration adéquate, les mêmes matériaux de revêtement que la maison. Puis, il est également prévu d'aménager une haie qui va venir masquer en partie l'agrandissement, puis éventuellement là, d'aménager un stationnement d'auto. L'objectif, c'est de donner accès à un locataire qui habite au sous-sol de la maison. C'est un logement qui est tout à fait conforme là, à la réglementation d'urbanisme. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation? Proposé? Une autre demande de dérogation pour le lot 6255053 sur la rue Saint-Alphonse. Alors, c'est... Tout à fait. Pour ceux qui étaient présents au dernier conseil municipal au mois d'octobre, le conseil municipal a autorisé la construction d'une maison ici. Donc, vous voyez le terrain en question. C'est un grand terrain. Il a été subdivisé en 3, l'idée étant de permettre la construction de 2 maisons supplémentaires. On voit un petit peu l'état des lieux. Une partie de la maison existante, puis la partie à côté là, qui est vacante. Donc, la demande, c'est de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec les dérogations suivantes. Une marge de recul latérale de 3,2 mètres alors que le minimum prescrit par le règlement est de 3,5 et une marge de recul latérale combinée de 6,7 mètres alors que le minimum prescrit par le règlement est de 7 mètres. Donc, les écarts entre tout ce qui est demandé et la réglementation, ce sont des faibles écarts. On voit l'implantation qui est proposée. Évidemment, il y a un certain nombre d'arbres qui vont devoir être coupés pour laisser place à la maison. Les arbres qui pourront être conservés vont l'être, notamment ici. Il y en a à l'arrière également. Donc, en ce qui concerne l'architecture, une architecture tout à fait intéressante, sobre, de la pierre, c'est des panneaux d'aluminium. Puis, j'ai un blanc de mémoire, là. C'est peut-être du Canexel ou du... Mais c'est très beau. Bon, c'est très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est correct? Alors, est-ce que c'est... Proposé, oui. Une demande de dérogation aussi sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Oui, bien en fait, cette demande-là, on n'a pas reçu les plans à jour, hein? Donc, ça va être difficile pour le conseil municipal de... On va le reporter. Oui, je pense qu'il y a lieu de le reporter. Ouais. Au point 20, c'est le plan ça a rapport avec le point 18. Je vais l'expliquer quasiment en même temps. Ton plan d'implantation et d'intégration architecturale sur la rue Saint-Alphonse, Mathieu. Oui, tout à fait. C'est vraiment le conseil municipal, pour toute nouvelle construction à l'ancienne Lorette, il doit approuver les plans d'implantation et les plans d'architecture. Donc, c'est ce qu'on a vu. Est-ce que les membres du conseil sont d'accord? Oui. Au point 21, adhésion au regroupement d'achat de l'Union des municipalités pour l'achat de carburant en vrac. Alors, c'est pour 3 ans. Ça nous fait économiser quand même des sous. Alors, le directeur des travaux publics nous recommande d'adhérer à ce regroupement d'achat. Bonne soirée, merci. Alors, c'est proposé? Proposé. Secondé. Au point 22, embauche d'employés temporaires journaliers au service des travaux publics. Est-ce que j'ai la bonne liste, la dernière liste, monsieur? Oui. Alors, c'est... Oui, OK. Monsieur Ferland nous recommande l'embauche de Pierre-Luc Naud, Jonathan Gravel-Bouchard, Mathieu Morel, Francis Gingras comme journaliers temporaires au service des travaux publics.
2 sur 4 sont de l'ancienne Lorette. C'est quand même assez difficile à trouver actuellement le personnel. Puis des signaleurs, on nous recommande Claude Prévost, Maxime Simard, Maxime Gagnon, Philippe Arsenault, Maxime Miller-Tremblay. Alors, je pense qu'ils vont travailler comme demain, ces gens-là. Peut-être cette nuit même. Ah, M. Ferland, ça va travailler cette nuit. Proposé. Au point 23. Au point 23, c'est l'appropriation du surplus accumulé non affecté. Alors, on a une recommandation de Mme la trésorière d'adopter une résolution qui autorise à effectuer un virement de 500 000 du poste surplus accumulé et le mettre, ce surplus accumulé affecté pour le paiement des services juridiques dans le dossier de l'agglomération. Le montant sera pris à même le poste surplus accumulé non affecté. Alors, c'est pour faire le transfert de ces sommes-là. Oui, c'est Alors, une question, peut-être plus un éclaircissement là-dessus. On a reçu un chèque de la Ville de Québec de 4 500 000 dernièrement. Oui. Ça a été mis dans le surplus, c'est bien ça? Ensuite de ça, donc là, ce que l'on doit comprendre, c'est que c'est un 500 000 qui est pris de ce 4,5 millions-là, qui est mis pour les frais d'avocat et d'experts de septembre à aller jusqu'à décembre. C'est bien ça? Pour couvrir l'année 2018. Puis, je vais poser la question lors du dernier conseil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la presque totalité des frais d'avocat sont assumés actuellement par la Ville de l'Ancienne-Lorette. Moi, ça a été une inquiétude que j'ai eue dès le départ quand je suis arrivé ici en 2013 et j'avais posé la question à M. Loranger. Malheureusement, là, je comprends que ce soir, il ne pouvait pas être là. À savoir, est-ce que ces frais d'avocat-là vont être partagés entre la Ville de l'Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin? Parce qu'il faut se rappeler que là, on vient de recevoir 4,5 millions, mais que Saint-Augustin en a reçu 6,5 et que la totalité, presque, des frais d'avocat est assumée par la Ville de l'Ancienne-Lorette. En 2013, M. Loranger m'avait répondu qu'il avait une entente avec M. Corriveau, qui était maire à ce moment-là. Il dit que c'était une entente verbale. Ça m'a questionné beaucoup. Et lors de la séance du mois de septembre dernier, on a calculé que nos frais d'avocat étaient rendus en date du 19 septembre à 2 250 000. On a fait une résolution du conseil municipal demandant à la Ville de Saint-Augustin de rembourser 55 % de ses frais, qui est le retour à peu près de ce qu'ils ont eu au niveau des argents qu'on est allé récupérer à la Ville de Québec. Et à la dernière séance, il n'y avait rien de fait là-dessus, que M. Loranger me dit. Est-ce que quelqu'un ici autour de la table a connaissance si M. Loranger a fait des démarches pour s'assurer que l'on soit remboursé à la Ville de Saint-Augustin pour nos frais? Parce que là, ce que je comprends, c'est qu'on en ajoute 500 000. Je comprends qu'il y en a une partie qui va sur les experts. Il y a peut-être un tiers de ça. Je sais qu'on nous a demandé de prévoir un montant d'à peu près 1 autre million ou 1 500 000 l'année prochaine. Ce qui fait qu'on va totaliser à peu près 3 millions d'argent qui devrait être récupéré de Saint-Augustin. Et là, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Et je me demande s'il y a eu des démarches avec la Ville de Saint-Augustin entre nos deux maires, si ça se parle, pour qu'on puisse récupérer. C'est beaucoup d'argent pour baisser nos taxes, idéalement. Si je peux me permettre de répondre, actuellement, il n'y a rien qui oblige Saint-Augustin à nous payer. Ça, il n'y a rien qui les oblige à nous payer. Je crois, personnellement, j'ai rien qui me dit qu'ils vont nous payer. J'ai plus de choses qui me disent qu'ils ne nous payeront pas. Mais de toute façon, on n'avait pas le choix. On est allé, puis Saint-Augustin n'avait pas embarqué avec nous. C'est bien plat. L'autre chose, c'est que dans les frais, ça comprend les frais de jury-conseil puis les frais d'avocat. Les jurys-conseils, normalement, sont remboursés. Si on prend ce qu'on avait reçu, là, c'était les frais d'expert-conseil, les comptables, ça nous est remboursé. Les frais d'avocat, ça ne l'est pas. C'est 2 tiers environ qui concernent les jurys comptables.
Ceux-là devraient nous être remboursés encore, on l'espère bien. Puis le tiers, c'est les avocats qui non, effectivement, c'est la Ville qui paye. Alors, pour répondre à la question de M. Pajot, je n'ai pas la réponse concernant si M. Loranger puis la M. démarche. Junot se sont parlé. Je n'ai pas la réponse. Parce que là, puis on comprend très bien là, que puis vous avez totalement raison sur les frais d'avocat et les frais d'expert, mais ce que je parle du environ 3 millions à estimer à la fin de 2019, ce n'est que des frais d'avocat. Donc, c'est énormément d'argent. Et puis, on s'est basé sur une entente que M. Loranger disait qu'il y avait, mais qu'on n'a jamais vue. Mais je crois que c'est les deux, même. Je demanderai à Mme Marceau de nous confirmer. Les montants qu'on a mis, ça comprend les avocats. Oui, tout à fait. Sauf que le calcul là, donc, qui a été fait, là, c'est qu'en date, les frais d'avocat étaient de 2 200 000 en date du 19 septembre. Puis ensuite de ça, on ajoute un 166 000 qui est à peu près le tiers du 500 000 là. Puis on ajoute un autre 500 000 sur le 1 million pour un autre tiers, là, ce qui fait autour de 3 millions de frais d'avocat. Là. Ça commence à faire énormément d'argent. Si on en récupère 20, on va peut-être être content, là, mais pour l'instant, c'est en appel. C'est pas la conclusion actuelle. On ne récupérera pas les frais d'avocat. Mais c'est pour ça qu'on doit, s'il y avait réellement une entente avec la Ville de Saint-Augustin, il faudrait que M. Loranger nous la donne. Vous savez, M. Pajot, excusez-moi, mais quand il y a une entente, c'est supposé être signé. Hein? On a payé plusieurs millions là, pour aller une entente qui n'était pas signée avec la Ville de Québec. Avec la Ville de Saint-Augustin, il n'y en avait pas d'entente. Donc, on confirme qu'il n'y en avait pas. On voulait qu'il y en ait une entente, mais c'est le si- conseil de ville qui n'a pas voulu. Le maire était disposé, lui, à faire une entente, mais c'est... Est-ce que c'est son confirmé? conseil n'a pas voulu. Est-ce que c'est confirmé qu'il n'y a pas d'entente ou on espère encore que Saint-Augustin nous retourne? Parce que s'il n'y a pas de retour satisfaisant de Saint-Augustin, moi, je pense qu'il faudrait regarder l'option de les retirer de la poursuite conjointe. Là, où on en est rendu, là, c'est trop tard. C'est trop tard. Oui. Même, puis là, on va continuer à payer des frais d'avocat pour eux autres. Là, on paye les nôtres, là. On paye les autres, mais ils sont parce dans que son tout, ils en ont poursuite. quand même payé une partie. Là. On a déjà eu ces discussions-là. Ils en ont déjà payé une partie. Ben, 200 000. Puis les avocats, des fois... 250 000 sur 2,5 millions. Là. Écoutez, c'est à suivre. On a fait une résolution du conseil municipal, mais j'espère que M. Loranger va y donner suite pour une demande de remboursement, qu'il y ait au moins des démarches qui soient faites avec Saint-Augustin. Là. Écoutez, c'est une négociation. Là. Ces gens-là au moins une ont réussi demande à formelle récolter... écrite. Pardon? Au moins une demande formelle écrite. Bien, c'est ça. Au moins une demande formelle écrite qui est acheminée de maire à maire. Bon. Parce que le conseil s'est prononcé la dernière fois. Là. On a fait une résolution dans ce sens-là. Là. Oui, on n'a pas eu de retour. Probablement, ce qu'ils l'ont eu. C'est parti, la résolution, d'ici. On n'a pas eu de retour. Moi, ce que je veux savoir, c'est que si M. Loranger a fait une démarche avec Saint-Augustin, est-ce qu'il a pris le téléphone puis il a appelé M. Junot pour dire, bien écoute, on s'assoit-tu ensemble? Là? On répartit-tu les frais ou c'est la ville de l'ancienne Lorette qui va payer la dette de Saint-Augustin? Point. Je ne peux pas répondre à ça. M. Pajot, pas une entente verbale, une entente écrite. Pas juste s'asseoir ensemble. Là. Envoie-moi un document et on va te répondre. Entièrement d'accord. Qui seconde? Secondé? Les comptes à payer. L'approbation des comptes à payer pour le mois d'octobre. Proposé. Appuyé. Dans le Varia... Ouais, juste une petite question pour les comptes à payer. Il y avait le chèque, je pense que les gens l'ont dans la salle, là, mais le chèque 404-18, où c'est que l'on a des frais d'avocat de Maître Claude Sauvageau de 18 047. Ça, hier, j'avais posé la question, on ne me dirait pas. Est-ce que c'est le dossier de la plainte de harcèlement psychologique, ça? C'est quel... J'ai pas le point 24. C'est le 400. J'ai vérifié le chèque. Oui. Et puis, c'était composé de deux factures. Une facture pour le harcèlement psychologique, effectivement. OK. Donc, il s'ajoute aux 40 000 qu'on avait déjà, plus le 30 000 qu'on a passé pour Maître Bellemare aussi lors d'une séance précédente. C'est ça? Donc, tout ça s'additionne. Puis, il y en avait une autre ici, de Morancy Société d'avocats, 404-87.
le chèque. Ce chèque-là était composé de 2 factures. Une partie, là, c'était pour un employé, là. 100 piastres. Je crois que c'est relié à l'harcèlement, hein? OK. Et puis l'autre, c'est une facture concernant la convention d'amphithéose. OK. D'accord, qu'on a avec le dossier avec le complexe. Complexe, c'est ça. C'est bien ça. D'accord. C'est beau. Merci. Dans le Varia, au point A, on a dépassement du coût, fourniture et installation d'une clôture à maille pour l'édifice des travaux publics. Alors, c'est un dépassement de coût d'environ 900 $ parce qu'on n'avait pas mis le terme exact. Qu'est-ce qui manquait, Eric? Les comment? Dans le projet au garage excusez-moi, dans le projet du garage municipal, il manquait des bollards. Des bollards. Des bollards de protection pour une clôture, fait que ça a été ajouté. Alors, c'est 900 $. Est-ce qu'on est d'accord pour payer ça? Oui, proposer. Je propose. J'appuie. Au point B, je pense que M. Rousseau a un rapport à Bonsoir déposer. tout le monde. Oui, bonsoir. À la demande du conseil municipal la semaine dernière, on m'a demandé de faire un rapport en lien avec l'éventuel remboursement aux citoyens. Ça veut dire que je vais vous lire intégralement le rapport que j'ai déposé, qui est déposé ce soir. Ça va comme suit à tous les membres du conseil municipal. Mesdames, Messieurs, lors de la commission de l'administration du 20 novembre dernier, les membres du conseil municipal ont demandé à ce que la direction générale procède au dépôt d'un rapport concernant la faisabilité d'un éventuel remboursement des sommes payées en trop à l'agglomération, aux propriétaires et aux locataires de l'ancienne Lorette. Afin de répondre aux interrogations des membres du conseil de façon claire et explicite et d'informer les membres avec exactitude sur les différents aspects du dossier, j'ai demandé au service du greffe de fournir un avis juridique sur la question et au service de la trésorerie de rédiger un rapport sur le plan administratif. Selon l'avis juridique datant du 26 novembre, c'est-à-dire hier, concernant l'objet ci-haut mentionné, lequel avis est joint à la présente lettre que je vous dispense parce que c'est quand même plusieurs pages, il s'avère que la Ville de l'ancienne Lorette ne pourrait procéder à d'éventuels remboursements aux propriétaires et aux locataires puisque cette pratique serait contraire à la loi sur les cités et villes. Le service du greffe conclut que la Ville de l'ancienne Lorette ne peut distribuer des chèques de 2 500 $ à des personnes physiques ou morales, que cet argent provienne des admissions faites par la Ville de Québec ou des sommes que pourrait obtenir la Ville de l'ancienne Lorette par le jugement de la Cour d'appel non encore rendu. Au niveau de la trésorerie, le service de la trésorerie, pour sa part, fait état d'un rapport, fait état dans le rapport ci-joint, d'une grande complexité au plan administratif, et ce, sous plusieurs aspects. Un possible remboursement aux propriétaires et aux locataires requerrait une analyse exhaustive, tant en ce qui concerne la recherche des anciens propriétaires qu'en ce qui concerne l'établissement des montants à être remboursés. Le service de la trésorerie conclut en raison de la charge importante de travail que des effectifs supplémentaires seraient nécessaires à l'interne et que des mandats devraient éventuellement être donnés à des firmes professionnelles de comptabilité. La recommandation qui suit de la direction générale. À la lumière de l'avis juridique du service du greffe et du rapport administratif du service de la trésorerie, il apparaît évident qu'un remboursement aux propriétaires et aux locataires s'avère impossible d'un point de vue légal, du moins sous la forme déclarée, c'est-à-dire l'émission d'un chèque de 2 500 $ à chaque contribuable concerné. De plus, un tel remboursement s'avère d'une très grande complexité au point de vue administratif. Dans l'attente des orientations directives du conseil municipal, salutations aux membres du conseil. Vous allez faire le dépôt, M. Rousseau? Le dépôt officiellement, oui, ce soir. Alors, je m'excuse, on n'est pas tout de suite à la période de questions. Concernant ça, vous savez que présentement, la Ville de Québec est en appel, donc on n'était pas prêt à faire des chèques. On dit qu'on ne peut pas émettre de chèques de 2 500 $ aux citoyens sous cette forme-là. Ça ne dit pas que le remboursement, il n'y en aura pas, on s'entend bien, mais ça dit que sous la forme de remettre un chèque de 2 500 $, ça ne se fait pas, ce n'est pas légal. Donc, pour la suite du dossier... Juste une chose, là, ce que je comprends bien, là, c'est que là, on vient clarifier une situation
entre autres, là, on a tous reçu là, un chèque comme ça. Là. Ça va, là? Donc, on vient de clarifier la situation que ça, c'est pas légal. C'est bien ce que je comprends, M. le directeur général? Sous la forme qui a été, ça a été présenté, donc, c'est pas là, légal. le chèque de M. Loranger là, de 2500 $, là, vous nous confirmez que c'est pas légal de faire ça. Puis, administrativement, c'est quasiment impossible de retracer propriétaires qui ont été ici, exemple, de 2012 à 2015, qui ont vendu, ou s'il y a des résidents qui sont décédés, aller à la succession, de retrouver ça puis de donner ça. C'est pratiquement impossible. Bon. L'avis juridique est très clair à cet effet. Oui. OK. Ça ne veut pas dire, par contre, parce que comme conseiller, je pense qu'on est tous d'accord, ça c'est l'engagement de M. Loranger, là, mais comme conseiller, on est tous d'accord que les argents qui vont revenir du procès, ça va revenir au Trésor de la Ville, ça revient aux gens, puis si on va s'assurer, on peut le faire en d'autres formes, baisser les taxes. On peut, c'est ça? J'avais commencé à le dire, là. Excusez-moi, non, mais mais continuez, là. Alors, bon, je vais continuer ce que j'avais déjà commencé. Effectivement, comme M. Pajot a dit, ces sommes-là vont être, on les a promis, ils vont être remis aux citoyens. Ça ne sera pas sous forme de chèque. Mais par contre, l'argent va être remis. Demandez-nous pas la semaine prochaine, c'est quand, je ne le sais pas. C'est après l'appel. L'appel va durer 1 an, 2 ans. On ne le sait pas. Mais les argents vont être remis aussi aux gens qui sont propriétaires quand on va avoir l'argent. Ce n'est pas les gens propriétaires aujourd'hui. C'est quand on aura les sommes, puis on va les remettre, ça va être aux propriétaires. Pardon? Alors, c'était un dépôt. Oui. L'autre point, c'est un dossier... Ça clarifie, par contre. Merci. Merci du travail, parce que ça clarifie bien des choses, là, je pense. Là. En tout cas, comme membre du conseil, moi, je suis content d'avoir ça. Je ne suis pas vous autres, là, mais... Tout à fait. Très satisfait. C'est une demande. C'est une demande. Ensuite de ça, on a le dossier politique des cadres. Je demanderai à M. Rousseau les dates, parce que c'est la politique... Je ne sais pas à quelle fréquence on refait la politique. C'est au besoin, je crois, là. En fait, la dernière politique datait de 2012. Puis, donc, on était dû pour revoir cette politique-là. Il y a des clauses qui ont... il y a des conditions qui ont été modifiées, mais ça se colle à ce qu'on retrouve au niveau des cols blancs et des cols bleus de la Ville-Lansonnarette. C'est ça. Les cadres n'ont pas plus que nos cols blancs, nos cols bleus. Cette année, on a été obligé de faire des petites modifications qui représentent environ 30 000 $. Il y a 30 000 d'ajustements au niveau salarial pour l'ensemble du groupe d'employés cadres. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Je pense à l'unanimité. Oui. Tout à fait. À l'unanimité. Oui. Ensuite de ça, je vais finir avec le dossier concernant la neige. Je pense que c'est un dossier d'actualité. Hein? Je vais laisser Éric, notre directeur des travaux publics, qui a travaillé quand même depuis un bon bout de temps là-dessus. Monsieur Lacaire, je regrette, c'est pas la période de questions. Je vais laisser Monsieur Ferland nous en faire part. Premièrement, le mandat que j'avais, je me présente, Éric Ferland, directeur au service des travaux publics. Le projet que j'avais au printemps, c'était de regarder la possibilité de faire des mises à jour au niveau des taxes de neige et la mise en place d'un permis de déneigement. À la lueur j'ai présenté au conseil, si on veut, le projet. Il y a des choses qui ont été retenues, mais j'ai voulu faire le plan d'action qui a été mis en œuvre a été simplifié à la demande du conseil. Puis aujourd'hui, je vous le présente justement, là, si on peut le lire. J'ai simplifié les choses, puis après ça, s'il y a des questions, gênez-vous pas. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que le dépôt autorisé de neige à la rue, il fait état d'un plan d'action. En vertu des règlements de la neige à la rue, il est interdit de jeter de la neige ou de la glace provenant de la propriété privée sur les voies publiques. Les mesures qui vont être prises dans les prochains jours, même qu'on a commencé, c'est la première chose de faire une communication à tous les gens qui payent des taxes de neige.
je vous donne un exemple, là, comme mettons exemple la rue Notre-Dame. Sur la rue Notre-Dame, on ramasse la neige, on envoie la neige au dépôt à neige. Puis le fait que les gens mettent la neige à la rue à la place de la mettre sur leur terrain, il y a des coûts excédentaires à ça, qui fait en sorte qu'on a une grande importance de dire aux gens, mettez la neige, ainsi que les entrepreneurs mettent la neige sur leur terrain. Puis par la suite, s'il y a des cas d'exception, on les gérera. Si on veut, on est intelligent, on est capable de comprendre s'il y en a qui n'ont vraiment pas de place. Mais le but, c'est de sauver des coûts puis d'arriver avec une formule qui va faire que le déneigement coûte sensiblement, que ça soit raisonnable. La deuxième chose, là, il y a une lettre qui va être envoyée dans les prochains jours à ces personnes-là qui payent des taxes de neige. La deuxième chose, la semaine passée, j'ai rencontré tous les entrepreneurs en déneigement de la ville d'Ancienne-Lorette. Je ne veux pas nommer les compagnies, mais vous savez, là, 80% environ des gens à l'Ancienne-Lorette sont rendus avec des déneigeurs. Donc, il y a une grosse partie de ces gens-là, les propriétaires d'entreprises, quand je les ai rencontrés, sont contents de me rencontrer dans le sens qu'on est partenaires ensemble. L'idée aussi, c'est que nous, on passe en premier, puis après, eux passent, mais le but, c'est pas de mettre la neige à la rue. Il y a même des fois des citoyens qui arrivent qui disent « Ah, j'ai un deal avec la ville, on a le droit de mettre la neige dans la rue, etc. » Là, ça se fait pas, ça. L'autre chose, c'est que par la suite, c'est le quatrième point, la surveillance accrue dans les secteurs concernés. Fait qu'on on a établi un plan d'action qui fait en sorte que les contremaîtres et moi va prendre action sur le terrain avec des méthodes, on a des cartes, puis il y a plein de choses qui sont mises en place pour s'assurer du contrôle des gens qui seraient récalcitrants. Puis par la suite, ces gens-là vont avoir un constat d'infraction. Les personnes qui sont propriétaires des maisons peuvent avoir un constat d'infraction de 100, je le dis dans le PowerPoint, de 100 à 200 $. Et les entrepreneurs, oui, non, je vous explique, puis de 200 à 300 pour les entrepreneurs. Fait que c'est majoré, là, mais oui, c'est de 100 à 300 $. Fait que ça dépend si vous êtes propriétaire ou c'est le propriétaire de l'entreprise en déneigement. Fait que ça fait pas mal le tour. Je vous dirais, on pourrait continuer s'il y a des questions par la suite. Gênez-vous pas, mais c'est le plan d'action qu'on met en branle. Il y a beaucoup d'autres avenues qui avaient été pensées, mais avec le conseil, quand j'ai présenté le projet cet été, on veut commencer. Tantôt, j'entendais l'étape du petit pas. C'est que le but là-dedans, c'est de ne pas froisser personne puis d'essayer d'être constant dans ce qu'on fait avec les déneigeurs. Je pense que déjà là, juste les déneigeurs, ça va être beaucoup. Il y a beaucoup moins de monde qui déneige leur entrée qu'avant. Si on compare avec les coûts qui sont rattachés à ça. Fait que les déneigeurs, ils sont très conscientisés, puis c'est eux qu'on veut viser en premier. Là. Merci, M. Ferland. Plaisir. Alors, ça met fin. Est-ce que les membres du conseil... On peut dire aussi, Éric, là, on peut dire qu'on commence à mettre de la neige sur des terrains, dans des rues là, que normalement, depuis des années. Là. En micro. Oui, Non, parle plus près. Oui, plus près. Bien, il y a certains ajustements qui ont été faits, dont la rue L'Affluent. Il y a certaines rues qui ont été ajustées où on va ramasser la neige. C'est drôle à dire, mais on va la ramasser parce qu'on a vraiment plus de place. Les déneigeurs, ce qu'ils nous disent, c'est que juste le neige à eux autres pour mettre sur le terrain, c'est déjà complexe. Puis nous, en tant que ville, on en mettait en plus. Fait que là, il y a des citoyens qui étaient ensevelis. Fait que là, malheureusement, on va la ramasser, la neige, mais il y a d'autres endroits qu'on a recommencé à mettre la neige sur les terrains. Fait qu'on s'est ajusté. On a un plan directeur, si on veut, de les endroits où est-ce qu'on met la neige ou qu'on la met pas. Mais le but de ça, c'est toujours en pensant que ça coûte cher à les porter. Imaginez un camion, comme ce soir, là, vous allez voir cette nuit, là, les camions, ils vont prendre la neige dans la rue pour aller la porter au dépôt à Michelet. Puis il y a des coûts énormes rattachés à ça avec l'essence, là, vous savez, les camions. Fait qu'on essaie d'optimiser en réalité là, les ressources. Là. Cette année, on a fait un gros travail là-dessus. Les rues qu'on ramasse, est-ce qu'on continue de les ramasser? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que le travail a été fait, là, vraiment? Fait que merci, Éric. Ça fait plaisir. Est-ce que, période de questions, les membres du conseil, est-ce que vous avez... Ça va, merci. C'est beau.
Moi, avant la période de questions, je voudrais en profiter pour vous remercier parce que je suis dans mes derniers moments là, comme maire suppléant, plutôt comme présidente d'assemblée pour les séances du conseil. Alors, je vous remercie. Je pense qu'on était capable de faire ça dans le respect, dans la transparence. Puis, je vous remercie. Vous m'avez aidé. Alors, c'est pas que j'aime pas ça, mais je vais être remplacée prochainement. Fait que merci encore. Oui. Alors, je vous disais pas ça pour ça, mais je vous remercie. Alors, on va aller à la période de questions. Monsieur Lacaire. Oui, au sujet de votre taxe de déneigement, pourquoi vous ne l'abolissez pas, puis ceux qui videront leur cours paieront en conséquence la surface qu'ils videront? Comme la Ville de Québec, je ne dirais pas 5 fois, mais c'était le même aussi, là, ou Saint-Augustin. Monsieur Lacaire, on a fait étude, on a regardé tout, et la décision que les membres du Conseil ont prise, c'est de continuer comme ça. Parce que aussi, vous avez... Vous, dans votre proposition, si je la comprenais bien, vous vouliez qu'on taxe la taxe de neige sur toute la ville. On l'a fait. Comme le grattage. Tout le monde paye pour le grattage d'entretien. Mais... Comme la bibliothèque, tout le monde paye. Ouais. Puis... Mais la décision qui a été prise cette année après étude, c'est vraiment, on continue comme c'est là. On a fait des modifications. J'espère que vous allez donner des contraventions parce que c'est commencé. On l'espère. Même on a un échevin, M. La Liberté, il y a du temps libre. On espère plus. Il peut voir les gens qui en M'excuse, M. Lacaire, mais on espère ne pas donner de contraventions parce qu'on espère que les gens ne mettront pas la neige. Entre autres, le parking de l'église, là, qui gratte ça? C'est encore la ville? Bien, ça nous appartient. Le parking, l'église. Il a pas acheté l'église aussi? Non, pas la partie de l'église. Je pensais vous parler du... Mais la partie de l'église, est-ce que c'est encore la ville qui gratte ça? C'est la ville qui gratte ça. Qui ramasse la neige? Est-ce qu'on ramasse la neige? Oui. Ça fait qu'on fait ça. C'est notre contribution à... Il y a une entente. C'est une entente. Non, mais c'est bien une entente avec le parking. On a acheté le parking. Donc, l'église devrait payer leurs frais. En faisant le parking, pour nous, on déneige en même temps. C'est comme votre parking municipal. Ça sert au restaurant chinois, le vietnamien, je ne sais pas trop, puis le bloc appartement à l'autre bord. Mais c'est nous autres qui payons pour ça, c'est pas normal, là. On a un parking municipal. Quand vous faites des parkings ici alentour de la ville, est-ce que c'est nous autres, les citoyens, qui a des taxes de neige qui payent pour ça? Non, ils ne payent pas. Ouais. Sont-tu comptés, les parkings ici, là? Non, M. Lacaire, regardez, le tour de la question a été fait. Anciennement, c'était à compter, tout passait sur ceux qui étaient facturés pour la neige. Ça, je sais ça. Comme vous avez la rue du Passant, vous ramassez la neige-là. On ne la ramasse plus, M. Lacaire. Non? Non, on ne la ramasse plus. C'est fini. On leur a dit que suite à votre suggestion, on la ramasserait pas. C'est ça. Merci beaucoup. Ça, c'est bien dit, ça. Riez pas, M. La Liberté, je ne voterai plus pour vous. Monsieur Trudel. Oui, bonjour. Moi, je voudrais vous féliciter d'abord pour l'ajout de la vidéo de fusion. Je voudrais saluer Infoman qui va peut-être nous regarder maintenant. Là. On est rendu public. J'espère qu'ils vont commencer le mois prochain. Je voulais savoir comment que ça s'était passé parce que c'est l'absence de l'oranger qui vous a permis ça parce qu'il était radicalement contre ça. Là. Donc, moi, c'était tout le temps un point que je ramenais. Il y a souvent des décisions qu'on a à revoir, puis ça fait partie de ça. OK. Ben, il était au courant. Il était au courant. Ah, oui. Il est au courant, mais à toutes les fois qu'on l'apportait... Monsieur okay. Trudel, on n'est pas là pour discuter. Non, mais c'est quand même quelque chose d'un point intéressant. Tout le monde est content. C'est fait, c'est bon. On est content. On y va avec ça. Ouais. Puis, suggestion, maintenant qu'on est public, là, toutes les bouteilles d'eau, là, mais on pourrait monter que... On est une ville verte, là, en montrant pas ça. Là. Vous avez totalement raison. Ouais. Ça sent bien, ça aussi. Oui, ça sent bien. Bon. J'ai un verre. Non, mais c'est ça. Mais là, ça me prendra un autre. Je vous fais juste penser, là. Une dernière question. Monsieur Lacaire, oui. Moi, j'aimerais, est-ce que le Conseil ne pourra pas voter, l'ensemble de voter un montant pour votre travail... très beau travail. Permettez-vous de répondre? Est-ce que quelqu'un pourrait voter un petit montant, au moins, pour compenser? Je peux passer la quête. Madame Falardeau, me permettez-vous de répondre? Je réponds, mais tu vas voir. Le règlement, M. Lacaire, le règlement, il est en avis de motion présentement.
Ah bon. Lors de la dernière séance du conseil municipal, on a fait un avis de motion pour changer le traitement des élus. Donc, c'est le mode de paiement des élus. Pas tout Et le c'est... Non, il n'y a pas grand-chose qui change. La seule affaire, c'est que Mme Falardeau occupe le poste de maire suppléant depuis plus de 6 mois. Il y a des épisodes où c'est qu'elle ne l'a pas occupé parce que s'il n'y a pas un retour de M. Loranger en dedans de 90 jours, il est susceptible d'une destitution. Donc, mais notre règlement étant fait que si en dedans de 90 jours, la personne qui est maire suppléant, le maire revient, il n'y a pas de salaire. Donc, on a fait une proposition de changer ce règlement-là. Et maître, vous me corrigerez, il faut qu'il soit voté aux 2/3 des membres du conseil, incluant et positivement le vote du maire. Dans la proposition, c'était dans le cas où le maire s'absente sur une longue période pour un cas exceptionnel. Donc là, à ce moment-là, le salaire du maire est versé à la mairesse suppléante et le maire a un salaire de conseiller. Donc, je souhaite fortement qu'à la séance du 11 décembre, que le règlement-là soit adopté et que M. Loranger sera ici pour voter pour, car Mme Falardeau le mérite amplement. Mais mettons que le règlement que vous dites, là, mais une compensation, c'est pas possible? Ni un ni l'autre. Regardez, je vais répondre aussi, là, je vais quand même. Bon, très bien d'abord. Merci quand même. Là. Ah, mais je pense bien que merci. Ça me concerne, puis j'ai pas d'attente parce que il y en a qui m'aimeront pas, là, mais M. Loranger, on lui a demandé de rester chez lui. Quand on demande à quelqu'un de rester chez lui, c'est difficile de... Il serait venu travailler, là. Il serait venu si on lui avait pas demandé, puis il aurait été payé. Donc, c'est difficile le règlement qu'on passe, là... c'est peut-être bizarre, mais moi, personnellement, je suis d'accord qu'il n'accepte pas ça. Je m'excuse. C'est contre moi, mais je suis d'accord que le maire, Loranger, garde son salaire, puis que moi, je ne serai pas payé, c'est tout. On lui a demandé de rester chez eux. C'est de valeur, là, mais c'est comme ça. Alors, oui, monsieur. Oui, bonsoir. Le complexe sportif multidisciplinaire, à un moment donné, il était sous-évalué. Est-ce que ça a été corrigé, ça? Je ne pourrais pas vous dire là-dessus. Je n'ai pas de vérification. Annick? Est-ce que c'est un manque à gagner? On n'a pas eu de nouvelles là-dessus? On n'a pas eu de hausse d'évaluation? Oui. On pourrait vous répondre la prochaine fois, mais je ne crois pas. Puis c'est un dossier qui peut être relancé pour... Oui, mais je pense que c'est... C'est mort dans l'œuf. On va vous donner quand même la réponse. Merci, monsieur. Bonsoir, Richard Thibodeau. Le point que je veux amener, c'est un point qui est touché, je l'avoue. Mais comme citoyen, comme personne qui aime se tenir debout, je vais le faire. Dans les circonstances qu'on a connues dans les derniers mois, puis je vais essayer de ne pas trop être émotif là-dedans, c'est qu'il y a un dossier qui a été longtemps paru dans les journaux, qui est le dossier de harcèlement psychologique. J'aurais aimé que ça n'existe pas. Malheureusement, ça a existé. Et il y a eu une entente hors cours. L'entente hors cours que vous avez publiée, que vous avez lue en toute transparence lors de la dernière assemblée, a donné les points. Pour moi, aujourd'hui, comme citoyen, je ne suis pas à l'aise et je veux être en toute sérénité là-dedans. C'est mes valeurs et mes valeurs sont atteintes actuellement où je demande au maire de Lansonneuret, Émile Loranger, que lorsque je le rencontre, je l'appelle Émile, et je reconnais tout le travail qu'il a fait à l'ancienne Lorette. Et j'apprécie le travail qu'il a fait. Mais dans les circonstances, comme citoyen, je demande à M. Loranger de reconsidérer sa décision
est de se retirer comme maire de l'Ancienne-Lorette pour les circonstances qu'on connaît. J'ai lu ce qu'il a pu écrire, disant qu'il y avait encore l'appui des citoyens. Certains citoyens doivent l'appuyer encore, et j'en suis convaincu. Mais il y a beaucoup de citoyens, comme moi, qui l'ont appuyé dans le passé. Je retire mon appui pour ce dossier-là. C'est pas facile pour moi, mais je me dois, comme citoyen, de faire cette requête-là. Je ne le fais pas dans le dos. J'aurais aimé qu'Émile soit là pour que je puisse lui dire. Donc, qu'il reconsidère sa décision avant que nous, on prenions des dispositions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Bonsoir. Je veux apporter une petite question pour la rue future, le projet qu'on a parlé sur la rue de Turmel. On a parlé aussi du dossier neige. Des terrains de 7 mètres de large avec un arbre en plein milieu. Les résidents vont la mettre tout leur neige autre que dans la rue. C'est des frais que la ville va absorber. Est-ce que c'est prévu? Elle va faire partie de l'analyse, mais normalement, c'est prévu. Quand on a un développement, M. Ferland pourra me reprendre, là. Si on n'a pas l'espace nécessaire pour mettre la neige, on la ramasse. Pour la rue, le projet de Nomade, c'est déjà prévu que la rue au complet est ramassée. Elle va être taxée aux citoyens concernés. Parce que le fait que les rues, pas les rues, mais les terrains soient très petits, on ne sera pas en mesure d'emmagasiner de neige. Là, parce qu'on veut optimiser, si on veut, les bâtiments. Fait que... Parfait. Alors, je vous remercie. Bonne soirée. C'est un record de temps. Oui. Alors, je voudrais juste demander une chose parce que j'ai vu quelque chose dans le journal de l'Ancienne-Lorette. Ah oui, c'est ça. J'ai vu quelque chose dans le journal de l'Ancienne-Lorette, un bâtiment qui va être détruit d'ici un mois et demi. Est-ce que c'est possible de savoir lequel, s'il vous plaît? Excusez, j'ai pas compris le début de votre phrase. Alors, il va y avoir un bâtiment qui va être détruit dans un mois et demi. Ça s'appelle l'Organisation de services communautaires. Et puis, ce sera un projet résidentiel que le maire dit. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qui va être détruit? L'ancien hôtel de ville, mais c'est pas... on n'a pas rendu là quand même. En tout cas, là, c'est bien écrit. C'est pas moi qui louche, là. Alors, on dit que l'ancien centre qui accueille les organismes communautaires sera rasé d'ici au moins un mois et demi. C'est dans le journal d'hier. Ah. Bien, je m'excuse, mais j'ai manqué de temps pour lire le journal. Pas de problème, madame, je vous excuse. Pas de problème. Parfait, je vous remercie. Une chose que je voudrais savoir, c'est parce que le maire, la semaine passée, j'étais au Toscanos avec les gens d'affaires, et puis le maire se vantait devant plus de 100 personnes qui allaient rembourser 20 millions de dollars aux contribuables de la ville d'Ancienne-Lorette. Alors, je suppose qu'il prend ces chiffres. Deuxième chose, c'est que quand je vois, pour ajouter à ce que M. disait tantôt, après la poursuite de 330 000 $ incluant les frais d'avocat, le maire dit qu'ils vont sauver le même montant en salaire sur 3 ans avec l'abolition du poste de Marie-Ève. Dans les faits, la ville ne perd absolument rien. Ça, c'est exactement ce qu'il a dit. Moi, je voudrais savoir si on a payé quelqu'un pendant des années de temps 100 000 $ au-dessus avec les déductions à la source et tout. Comment se fait que du jour au lendemain, on ne la remplace pas? Et puis qu'en plus de ça, que le maire puisse se permettre de dire des choses comme ça. J'ai déjà expliqué que le poste, après étude, on a considéré qu'on n'en avait plus besoin. Madame Lemay a travaillé quand même très fort dans les dernières années pour le dossier d'agglomération. J'en doute pas. Alors, nous, en n'ayant plus ce dossier-là, on a refait un petit peu la répartition des tâches et puis on a décidé qu'on ne comblait pas le poste. Puis comme j'ai déjà dit à la dernière assemblée, on n'a jamais dit ni laissé voir que Mme Lemay ne travaillait pas, là. Mme Lemay, elle travaillait, puis... mais on a réparti les tâches qui restaient, puis le dossier de l'agglomération prenait beaucoup de son temps. D'accord. Dernière petite chose, est-ce que c'était une soumission publique avec Hebdo Lito? Oui, c'est pour le journal, ce que j'ai expliqué tantôt. Oui. Est-ce que c'était une compagnie de l'Ancienne-Lorette, ça, Hebdo Lito? Non. C'est une soumission publique, c'est pas des gens. C'est ça, c'est l'appel d'offres. On achète localement. Hein? Oui. On aurait voulu garder... Non, excusez, je vais vous répondre, monsieur, parce que je comprends votre allusion. Oui. On aurait voulu... la personne que vous avez en tête n'a pas soumissionné.
Alors, on ne pouvait pas le prendre. J'ai pas personne en tête, Non, mais si madame. vous en avez une en tête. Absolument pas, j'ai pas personne en tête. Votre question, je la sens un petit peu dirigée. Je voulais savoir, simplement. Merci beaucoup. Je vous Bonne fin de remercie. soirée, joyeuse fête. Bonsoir. On devrait se revoir. On a une Le séance. 11 décembre. Le 11 décembre. Proposez Merci. toujours Au revoir. 21h56. Proposez.